L'histoire n'est pas seulement gravée dans la pierre, mais ces dessins tracés sur des rochers vieux de 11 millénaires pourraient bien nous mettre en garde contre un avenir inquiétant. Les Mayas et les habitants de Göbekli Tepe ont formulé d'importantes prophéties sur l'humanité. Et ce qui frappe, c'est que, malgré des siècles et des milliers de kilomètres de distance, ils aient employé des symboles similaires. Clarifions un point essentiel. Les anciennes civilisations représentaient souvent leurs divinités sous des traits humanoïdes. On retrouve ces figures célestes en Égypte antique, mais aussi dans les cultures précolombiennes des Amériques. Par exemple, les Aztèques vénéraient une divinité majeure qu'ils nommaient Quetzalcoatl. Associé au vent, à Vénus et au soleil, il est parfois représenté dans l'art aztèque affublé d'un petit sac. Fait troublant, une figure ailée très similaire apparaît également dans l'iconographie assyrienne. Il est déjà surprenant que des civilisations n'ayant eu aucun contact direct aient adopté des formes analogues pour figurer leur divinité. Mais qu'elles aient représenté des sacs pratiquement identiques défie toute coïncidence raisonnable. Bien entendu, lorsque nous parlons de sacs, il s'agit de sculptures évoquant des objets dont la forme rappelle celle des sacs modernes. Pas exactement un modèle de haute couture, mais l'idée est là. Certaines théories avancent que cette énigmatique sacoche pourrait être liée au voyage temporel. Nous savons que Göbekli Tepe évoque un cataclysme diluvien ayant anéanti une civilisation ancienne. Pourtant, à son apogée, cette société maîtrisait l'élevage et l'agriculture. Elle connaissait l'usage des semences et les techniques de culture. Selon une théorie, cet élégant accessoire aurait pu servir à transporter des graines. Étant donné que Göbekli Tepe est supposé se situer près du lieu où l'arche de Noé aurait été construite, les habitants de la région pourraient avoir rassemblé des graines à semer dans le nouveau monde après le grand déluge. Étrange, indéniablement, mais tout ce que nous avons abordé l'est également. Alors, poursuivons avec cette idée. Une autre théorie sur la signification de cette sacoche adopte une approche plus simple. Dans plusieurs cultures anciennes, le cercle symbolisait la spiritualité et l'immatérialité, tandis que le carré était souvent associé à la terre et à la matière physique. Ce que nous, humains modernes, percevons comme un sac à main, pouvait donc figurer l'union de la terre et du ciel, des éléments matériels et immatériels de l'existence. Pas une mauvaise hypothèse, dirait-on. Mais qui sommes-nous pour en juger ? Certains, comme Graham Hancock, ne croient pas aux explications précédentes. Selon lui, Göbekli Tepe serait lié aux petits hommes gris et à leurs interactions avec les civilisations anciennes de la Terre. En plein centre de ce site antique se trouve une colonne particulière, le pilier 43 du bâtiment D. À première vue, il semble s'agir d'un calendrier astronomique. Vous distinguez le Scorpion ? Il représente la constellation du même nom. Et cette sphère au centre, elle évoque l'alignement solaire. Nous savons que des civilisations comme celle des Mayas ou des Incas comptèrent de brillants astronomes. Alors, quel est l'intérêt ici ? Il s'avère que les habitants de Göbekli Tepe évoquaient un cataclysme colossal qui aurait anéanti toute forme de vie avant leur époque. Lorsque les astronomes ont reconstitué les angles et positions du pilier 43, ils ont révélé une configuration astrologique remontant à plus de 13 000 ans. La pierre illustre aussi un événement tragique mêlant inondations et pluie de météorites. L'homme, sans tête, il symbolise la fin tragique de l'humanité. Et le serpent surgissant du sol, des vagues gigantesques engloutissant la terre. Il n'y a pas qu'une seule pierre qui raconte cette histoire. Le pilier 56 évoque davantage l'événement du Dryas récent, ou la terreur du ciel comme il était appelé. On y voit des animaux fuir et des vagues se briser sous l'impact des météorites. Mais attendez, alors que le pilier 43 nous donne la date précise de la dernière catastrophe, le pilier 18 du bâtiment D nous révèle la date du prochain cataclysme possible. L'art figuré sur ce pilier met l'accent sur la constellation du Verseau. Vous avez peut-être entendu parler de l'ère du Verseau ou entendu des théories un peu farfelues sur notre entrée dans cette phase. Vous comprenez où je veux en venir ? Göbekli Tepe pourrait nous fournir la date du prochain désastre afin que nous ayons le temps de nous préparer. Ces images pourraient constituer un véritable guide de survie pour l'humanité. Ou pas. Cela semblerait complètement absurde s'il n'y avait pas un élément de preuve. Vérifions les faits. La comète Hanske, découverte en 1786, faisait autrefois partie d'une méga-comète de 160 km de large, composée de glace, de métal et de roches. Elle s'est disloquée, créant un champ de débris. À présent, au lieu d'une seule comète géante, ce sont donc des millions de petites comètes. Lorsque la Terre a traversé ces débris,
Les habitants de Göbekli Tepe ont assisté à une pluie de météores, tous issus de la constellation du Verseau, comme l'indique le pilier 43. Voici la partie inquiétante. Nous traversons ce même champ de débris chaque année. Si vous regardez cette vidéo en septembre, octobre ou novembre, nous sommes en train de le traverser en ce moment même. Il se pourrait donc que ces débris retombent sur la Terre, répétant ainsi l'histoire. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. La question demeure, comment les habitants de Göbekli Tepe ont-ils eu connaissance d'un événement survenu bien avant leur naissance? En 2019, des fouilles ont été lancées à Karahan Tepe, à environ 65 km de Göbekli Tepe. Cependant, les recherches suggèrent que cet endroit pourrait avoir été occupé encore plus tôt. Göbekli Tepe semble avoir été un lieu de culte ou un observatoire, tandis que Karahan Tepe révèle des signes d'une société organisée. Les fouilles à Karahan Tepe ont mis au jour des artefacts comme des sculptures détaillées, des outils et même d'éventuels vestiges de bâtiments. Cela montre que ces populations n'étaient pas simplement des chasseurs-cueilleurs, mais possédaient une société structurée avec des pratiques spirituelles ou cérémonielles. En 2020, des chercheurs ont découvert plusieurs autres établissements dans la région, suggérant que Göbekli Tepe faisait partie d'une vaste métropole. L'ensemble du site est désormais désigné sous le nom de Taş Tepeler. Le problème, c'est que les mathématiques qui entourent tout cela laissent les scientifiques perplexes. À cette époque, la Terre venait tout juste de sortir de sa dernière ère glaciaire. Les scientifiques pensaient auparavant que les civilisations de l'âge de pierre étaient primitives. Mais de plus en plus de preuves montrent que ce n'était pas le cas. Pour que Göbekli Tepe ait existé avec un tel niveau technologique il y a 12 000 ans, il a dû y avoir une civilisation encore plus ancienne. Ce type de technologie ne surgit pas de nulle part. Et en réalité, nous avons beaucoup d'autres preuves de sociétés avancées. Prenons les Mayas, par exemple. Des découvertes récentes ont montré qu'ils étaient bien plus avancés qu'on ne l'avait d'abord cru. Ils ont construit des villes gigantesques dont les routes pouvaient atteindre 40 mètres de large, bordées de blanc pour guider les voyageurs la nuit. Un exploit que l'on pourrait attendre dans des pays comme le Portugal ou l'Angleterre. Ces routes, parfois surélevées au-dessus des marécages, formaient un réseau de plus de 964 peuplements, ressemblant à une immense toile d'araignée. Un groupe de scientifiques s'intéresse à cette théorie, et ce pourrait être le lien entre toutes les spéculations que nous avons partagées dans cette vidéo. Après tout, des êtres venus du ciel pourraient être descendus sur Terre pour avertir les habitants de Göbekli Tepe de la destruction d'une civilisation encore plus ancienne que la leur. Ou peut-être pas. N'oubliez pas de conserver votre esprit critique en dépit de tout ce que vous entendez sur Internet. En tout état de cause, Göbekli Tepe suscite autant de suspicions que Stonehenge ou les grandes pyramides d'Égypte. Si l'on saupoudre l'équation de petits hommes verts, cela explique en partie comment ces incroyables exploits d'ingénierie ont été réalisés. Mais cela sous-estime aussi les capacités de réflexion de nos ancêtres. Une des caractéristiques principales de l'architecture de Göbekli Tepe sont ses piliers en forme de T. Les plus lourds pèsent 20 tonnes et mesurent environ 6 mètres. Ces piliers ont été parfaitement érigés, sans la moindre égratignure. Certes, c'est difficile à réaliser sans machines modernes, mais peut-être ont-ils trouvé une méthode et y sont-ils parvenus au moyen d'efforts considérables. Au cas où vous ne sauriez pas de quoi on parle, cet homme aurait percé le secret des bâtisseurs. Les gens de l'âge de pierre étaient les hommes des cavernes qui grognaient, armés de lances. Vrai ou faux? Absolument faux. Ils vivaient ensemble et formaient une véritable culture, d'après ce que nous avons découvert. En Turquie, des scientifiques ont découvert un mystère vieux de 12 000 ans et il est en train de bouleverser notre histoire. Il s'agit d'un calendrier cosmique très complexe, constitué de temples de pierre géants qui seraient, selon certains, une espèce d'avertissement des étoiles. Je veux parler de Göbekli Tepe. Ce site préhistorique est antérieur à Stonehenge, le très célèbre cercle de pierre, de 6 000 ans, et il bouleverse notre compréhension de l'émergence et de la prospérité des civilisations de l'âge de pierre. Voici comment cette découverte pourrait modifier notre histoire collective. Vers 10 850 avant notre ère, une énorme comète, ou plutôt un groupe de fragments de comètes, s'est écrasé sur Terre. Le ciel s'est assombri, la température a chuté, les gros animaux ont disparu, et cela a déclenché une mini-période glaciaire qui a duré plus de 1200 ans.
Ce qui est maintenant un site portant le nom de Göbekli Tepe était autrefois le foyer d'un groupe d'humains ayant survécu à cet événement catastrophique. Après le désastre, ils ont commencé à prêter une très grande attention au ciel au-dessus d'eux. Dans le but de mieux contrôler le temps, ils ont suivi les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des comètes. Cela les a ensuite conduits à construire un énorme calendrier lunisolaire, le premier au monde. En faisant le tour de ce monument classique de l'âge de pierre, vous verriez que tous ces piliers ne sont pas lisses. Certains d'entre eux ont des gravures, comme celui-ci, le principal, qui porte un tas de V dessus. Il y a 365 V, et les scientifiques pensent qu'ils représentent les jours de l'année solaire. L'un d'eux, un V suspendu au cou d'un oiseau, est censé marquer une éclipse solaire. D'autres piliers présentent des animaux dangereux, des renards, des lions, des scorpions, des vautours, qui se tordent et rampent sur les côtés. Contrairement aux sculptures typiques de l'âge de pierre, celles-ci ne représentent pas des animaux comestibles, comme des cerfs ou des moutons. Selon une théorie, ces dessins étaient symboliques. Certains archéologues pensent qu'ils reflètent les peurs et le chaos qui pesaient sur l'esprit des habitants. Une sorte de tentative pour donner collectivement un sens à un monde terrifiant et imprévisible. L'archéologue Daniel Storder a mis en évidence les vautours, affirmant qu'ils représentent les personnes décédées. Dans certaines cultures anciennes, on croyait que les vautours transportaient les âmes des défunts vers l'au-delà. Elle a relevé des symboles similaires sur d'autres sites anciens de la région. Pour comprendre de quelle manière tout cela est significatif, nous devons plonger plus profondément dans notre enquête sur la fonction réelle de ce site. Göbekli Tepe a été découvert en 1994 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt, lorsqu'il a réalisé que cette colline du sud-est de la Turquie n'était pas un simple tumulus néolithique parmi d'autres. Juste au-dessous, son équipe a découvert d'énormes cercles de pierre, soutenus par des piliers pesant jusqu'à 20 tonnes. La datation par radiocarbone fait remonter la construction de ce site à environ 12 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne structure cérémonielle jamais découverte. Pensez-y, elle précède les pyramides égyptiennes de plus de 7000 ans. Cette découverte a fasciné le monde archéologique. À la fin de l'ère glaciaire, les humains étaient censés être des nomades, se nourrissant de plantes et d'animaux sauvages. Ils n'étaient pas censés construire des complexes sacrés, ni développer un art symbolique, et encore moins donner naissance à ce que nous appelons une civilisation. Nous pensons généralement que la civilisation commence avec l'agriculture, puis avec les villages, et ensuite les récoltes. Mais ce site suggère quelque chose de plus surprenant. Les premiers humains se seraient réunis non pas pour cultiver, mais pour vénérer. Schmidt n'a trouvé aucun signe de maison, de foyer, de colonie permanente. Il n'a trouvé que des objets rituels utilisés lors de cérémonies. Cela a conduit les chercheurs à se dire que la pratique spirituelle et communautaire a précédé l'agriculture. Pour construire quelque chose d'aussi grand, il fallait que des centaines de personnes travaillent de concert. Et pour cela, il fallait de la nourriture, une organisation, une structure sociale. En d'autres termes, d'abord, il y a eu le temple, ensuite le village, puis la ferme. Mais Göbekli Tepe ne suscite pas seulement ces débats par son ancienneté. La vraie raison, c'est qu'il est trop en avance sur son époque. Et c'est là que commencent à émerger les théories les plus controversées. Certains chercheurs pensent que les bâtisseurs de Göbekli Tepe n'étaient pas simplement des chasseurs-cueilleurs primitifs qui expérimentaient avec des outils en pierre. Il se peut qu'ils aient été les héritiers d'un savoir ancien, vestige d'une civilisation ayant prospéré avant la fin de la dernière période glaciaire. Cette idée est liée à l'hypothèse de l'impact cosmique du Dryas récent, une théorie selon laquelle une comète aurait frappé la Terre il y a environ 10 850 ans, provoquant un changement climatique soudain et catastrophique. Selon ce point de vue, les survivants de cet événement auraient retransmis leurs connaissances à travers le symbolisme, l'architecture et la tradition orale. Et Göbekli Tepe pourrait être l'une des premières tentatives pour préserver cette mémoire. Si cela est vrai, alors les gravures sur le site, en particulier les symboles d'animaux sur les piliers, ne sont pas seulement décoratifs. Il pourrait s'agir d'un code astronomique, une manière de suivre les constellations et les événements célestes. Mais un pilier pourrait détenir le plus grand secret de tous. On l'appelle la pierre du vautour. Et il fascine les archéologues. Vous y trouverez une étrange combinaison de figures. Un homme sans tête, des oiseaux et un scorpion. Pour un œil non averti, cela pourrait sembler manquer de sens. Mais certains chercheurs croient, dis-moi, que ce sont des représentations anciennes de constellations, comme celle du scorpion.
et que l'homme sans tête symbolise un événement d'extinction massive. Certains soutiennent même qu'il s'agit du plus ancien témoignage connu de l'impact d'une comète, celui qui a déclenché le Dryas récent. Et si vous vous demandez de quelle ancienne civilisation perdue il s'agit, sachez qu'elle porte le nom d'Atlantide, ou de manière plus neutre, civilisation X. Des théoriciens comme Graham Hancock suggèrent que cette culture avancée, détruite dans le chaos de l'impact de la comète, a transmis des fragments de ses connaissances aux survivants dispersés à travers le monde. Dans ce cas, Göbekli Tepe ne fut pas le début de la civilisation, mais son redémarrage. Mais revenons à nos pierres. Le pilier 43 a l'air d'un calendrier céleste au premier abord. Mais lorsque les astronomes ont recréé les configurations célestes encodées dans ces sculptures, ils ont découvert un instantané précis du ciel remontant à plus de 13 000 ans. Il semble montrer une pluie de météores, une inondation, et la fin tragique de l'humanité, l'homme sans tête. Le serpent qui s'élève du sol pourrait même symboliser des vagues de marée ou une destruction venant des profondeurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le pilier 56 semble représenter le même désastre, la terreur du ciel. Vous voyez des animaux qui fuient, des vagues, du feu tombant du ciel. Un tableau tout à fait saisissant d'une pluie de météores. Mais ce n'est pas tout. Alors que les piliers 43 et 56 semblent représenter les souvenirs d'une catastrophe passée, le pilier 18 pourrait, lui, être une prédiction. Cette pierre se concentre sur la constellation du Verseau. Si cela vous semble familier, c'est peut-être à cause de l'expression « l'ère du Verseau », qui est l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. Certains passionnés vont jusqu'à penser qu'il s'agit d'un avertissement pour nous. Il indiquerait qu'une pluie de météorites similaires viendra frapper la Terre. Et donc vous, moi, nous tous. Voilà qui donne la chair de poule. Et c'est donc le genre de mystère qui rend Göbekli Tepe si captivant. Aujourd'hui, les archéologues savent que ce site faisait partie d'un complexe sacré bien plus vaste qui porte le nom de Taş Tepeler. Un réseau de sites anciens éparpillés à travers la région, chacun avec ses propres secrets et structures, mais reliés entre eux par des motifs communs. En 2019, des fouilles ont commencé sur un site jumeau situé à seulement 64 km de Göbekli Tepe, et connu sous le nom de Karahan Tepe. Et voici la surprise. Certains chercheurs croient que Karahan Tepe pourrait être encore plus ancien. Contrairement à Göbekli Tepe, qui semble avoir été principalement cérémoniel, Karahan Tepe présente des signes de structures domestiques tels que des murs, des outils, et peut-être même des habitations. Et cela change tout. Car que ces sites aient été l'œuvre de chasseurs-cueilleurs hautement sophistiqués ou de survivants portant les fragments d'une civilisation perdue d'avant l'âge de glace, une chose est claire, nos ancêtres ne faisaient pas que survivre. Ils planifiaient, réfléchissaient et prédisaient. Ils étaient bien plus capables, curieux et connectés à l'univers que nous ne le pensions jusqu'à maintenant. As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe ? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique, qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire, et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise,
il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt avec son équipe se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burin en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples, et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmidt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmidt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles, représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmidt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercles et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre,
entouré de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant. Jetez un œil à ces pierres. À première vue, elles semblent ordinaires. Ce ne sont que des dalles anciennes, les ruines d'un bâtiment quelconque. Cependant, contrairement à de nombreuses autres découvertes archéologiques similaires, celle-ci est parmi les plus mystérieuses et les plus uniques. Voici pourquoi. Ces pierres sont les vestiges d'un grand complexe religieux appelé Pumapunku, situé en Bolivie. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais il est probable que Pumapunku ait été construit sous l'empire des Tiwanaku, qui a existé entre l'an 300 et l'an 1000 de notre ère, avant l'empire Inca. Aucune information ne suggère que cette civilisation disposait de technologies de construction avancées. De plus, il est possible qu'elle n'ait même pas connu l'écriture. Chacune de ces pierres a été sculptée et polie avec une précision remarquable. Elles s'emboîtent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle. Le travail est si raffiné qu'il serait impossible d'y glisser même une lame de rasoir. C'est assez impressionnant pour un peuple qui vivait il y a environ 1500 ans. En outre, ces pierres sont très lourdes. Les plus grosses pèsent environ 130 tonnes. Comment les ont-ils transportées d'un endroit à un autre? Les scientifiques pensent que cette civilisation ignorait l'existence de la roue. Alors, comment ont-ils réussi à construire une structure aussi parfaite? Les Tiwanaku disposaient-ils des connaissances et des outils nécessaires pour travailler la pierre? Ou quelqu'un d'autre a-t-il construit Pumapunku? Plusieurs théories existent à ce sujet. Théorie numéro 1. Une civilisation avancée est arrivée en Amérique du Sud, a collaboré avec les Tiwanaku pour construire cette merveille d'ingénierie, puis est repartie. Théorie numéro 2. Des êtres venus d'une autre planète ont débarqué sur Terre, ont montré aux humains comment construire des structures parfaites et ont créé Pumapunku. Cette théorie est toutefois peu crédible. Un autre scénario du même ordre suggère que Pumapunku a été construit par des créatures mythologiques issues de la culture sud-américaine de l'époque. Théorie numéro 3, la plus plausible. Il n'y a aucun mystère. Les Tiwanaku constituaient une civilisation avancée dotée de technologies de construction incroyables. Qu'en pensez-vous? Bien, nous venons de voir des pierres parfaitement rectangulaires utilisées pour construire un temple. Que diriez-vous de pierres parfaitement rondes destinées à l'étude du ciel étoilé? Ou à d'autres fins, qui sait? Alors bienvenue au Costa Rica.
Au sud de ce pays se trouvent les sphères d'Iki. Il s'agit de pierres rondes, lourdes et de grande taille, créées à l'époque précolombienne, vers l'an 600 de notre ère. Ces pierres proviennent d'un type de roche unique, formé à partir de magma refroidi. En d'autres termes, quelqu'un a attendu la fin d'une éruption volcanique et le refroidissement du magma, puis a utilisé ce matériau pour sculpter ces sphères. Mais comment ont-ils fait pour obtenir une forme aussi parfaite ? Selon les scientifiques, ils auraient utilisé de petites pierres pour broyer et sculpter le magma refroidi. Certains spécialistes pensent que ces pierres étaient destinées à s'orienter, qu'elles servaient à indiquer leur chemin aux voyageurs. D'après une autre théorie, les sphères d'Ikis étaient utilisées pour l'astronomie. Personne ne connaît la vérité. Et nous ne l'apprendrons peut-être jamais, car tous ceux qui connaissaient le secret de ces pierres ont disparu à la suite de la conquête espagnole. Continuons donc notre voyage. Vous voyez ces pavés ? Les archéologues ne savent toujours pas pourquoi ils sont disposés ainsi le long d'une vaste étendue désertique traversant la Jordanie et Israël. Ces pierres étranges forment une chaîne de 64 km de long et sont ici depuis environ l'an 300 avant JAC. Comme elles ont été découvertes par des aviateurs il y a une centaine d'années, on les a surnommées « cerfs-volants du désert ». L'une des théories les plus populaires à leur sujet suggère qu'elles furent placées à cet endroit pour attirer les animaux et les capturer. Apparemment, les chasseurs anciens connaissaient bien le comportement de la faune locale. Et ils étaient sûrs que les bêtes finiraient par marcher le long de ces pavés et qu'ils finiraient par tomber dans une fosse préparée à l'avance. Des pierres rectangulaires et carrées parfaitement lisses, des pierres rondes, des pièges de pierre pour capturer des animaux, et encore de la peinture sur pierre. Pour découvrir cela, rendons-nous à Glasgow, en Écosse, où des archéologues ont mis au jour une dalle datant d'environ 5000 ans. Elle porte le nom de Cochno Stone. La dalle elle-même mesure 13 mètres sur 8, soit environ la moitié d'un terrain de basket. Et toute sa surface est recouverte d'étranges motifs tourbillonnants que les scientifiques qualifient de marques en coupe et en anneaux. Mais que signifie-t-il ? Comme pour le reste, les scientifiques n'en sont pas encore certains. Une théorie suggère toutefois que ces inscriptions auraient un lien avec des phénomènes astronomiques, tels que les éclipses lunaires ou solaires. Peut-être s'agit-il d'une carte du ciel, ou peut-être que ses créateurs souhaitaient simplement réaliser une œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, il existe un autre fait intéressant, lié à ces dessins. Des scientifiques en ont découvert de similaires sur plusieurs sites préhistoriques à travers le monde. Délaissons à présent les pierres mystérieuses, et intéressons-nous à d'autres merveilles archéologiques. Voici la chronologie approximative du développement de la civilisation, à partir de 8000 avant notre ère, selon les scientifiques. Tout d'abord, les hommes s'installent dans un endroit et y construisent une ville ou un village. Puis ils se lancent dans l'agriculture, avant de construire des temples. Cependant, en 1994, des archéologues ont déclaré « Non, l'ordre pourrait être différent ». Et si les hommes avaient d'abord construit des temples pour vénérer des êtres mythiques supérieurs, avant de construire des villes et de se lancer dans l'agriculture? Rendons-nous en Turquie, dans la région rurale de Göbekli Tepe, où, au milieu des années 90, des archéologues ont découvert plusieurs piliers de pierre sur lesquels étaient sculptés des animaux. Cette structure ancienne remonte au 10e millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme l'un des plus anciens lieux de culte au monde. Il a très probablement été construit par des chasseurs semi-nomades qui ne connaissaient rien à l'agriculture, car celle-ci n'est apparue dans cette région que 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, les scientifiques se posent la question suivante. Est-il vrai que de telles structures ont conduit à la colonisation de la région? La réponse à cette question pourrait nous aider à comprendre la mentalité et le développement de l'humanité dans de nombreuses régions de la planète. Aimeriez-vous posséder un parchemin sur lequel serait indiqué l'emplacement d'un trésor? En fait, vous en avez déjà un. Vérifiez par vous-même. Il vous suffit de rechercher « le trésor du rouleau de cuivre » sur Google, de télécharger une photo haute résolution du rouleau en question et de suivre ses instructions. Mais attention, le texte est absolument incompréhensible. Les scientifiques tentent de déchiffrer ce message depuis sa découverte en 1952 à Qumran, et ils n'y sont toujours pas parvenus. Selon une théorie, le rouleau contiendrait des informations sur une importante quantité d'or et d'argent. Cependant, même si ce trésor n'existe pas, cet artefact n'en présente pas moins un grand intérêt. Il a été créé il y a environ 2000 ans, à l'époque où l'Empire romain régnait sur la colonie de Qumran.
Peut-être les habitants de la région souhaitaient-ils cacher leurs objets de valeur aux légionnaires romains et ont-ils laissé un plan à leurs descendants? Lorsque vous vous approchez de cette merveille archéologique, vous ne remarquez rien. Mais si vous montez haut dans les airs et que vous regardez vers le sol, vous verrez des motifs étonnants, créés par le peuple de la culture Nazca. On les appelle les lignes de Nazca. Des pilotes et des passagers d'avions de ligne les ont aperçus pour la première fois dans les années 1920 et 1930, lors de vols au-dessus du Pérou. Ces grands dessins sont composés de lignes géométriques, d'images complexes d'animaux et de figures fantaisistes. Il y a plus de 2000 ans, un peuple a creusé à la surface du sol pour créer ces motifs. Mais pourquoi? Les lignes de Nazca continuent de fasciner les chercheurs et les passionnés d'archéologie. Les récentes avancées technologiques, telles que l'imagerie par drone et la cartographie par satellite, ont apporté un nouvel éclairage sur ces formations énigmatiques. Certains chercheurs s'intéressent désormais à la possibilité que ces lignes aient eu plusieurs fonctions, notamment celle de communiquer avec des êtres extérieurs à notre monde. Et cette hypothèse est plausible. Une partie des scientifiques pense que ces étranges motifs étaient un moyen rituel de communiquer avec les divinités de la civilisation Nazca. L'étude de ces merveilles archéologiques enrichit non seulement notre connaissance du passé, mais nous invite également à admirer l'ingéniosité et la créativité de l'esprit humain. Profondément enfouie sous le sol écossais repose l'une des plus imposantes pierres néolithiques jamais découvertes. Si elle avait été laissée en surface, elle aurait sans doute attiré davantage de visiteurs que Stonehenge. Pourtant, un événement étrange survint. Après l'avoir mise au jour, les archéologues décidèrent de ne pas l'exposer. Ils l'enterrèrent plutôt de nouveau, définitivement. Quoi qu'ils aient ressenti, quoi qu'ils aient vu, cela a suffi à renfermer la pierre dans la terre. Mais pourquoi donc ? Je veux dire, nous savons que les peuples néolithiques gravaient et dessinaient des avertissements ainsi que des informations capitales sur la pierre. C'est pourquoi la pierre de Cochno suscita une telle fascination lors de sa première découverte. Tout débuta avec le révérend James Harvey, un pasteur local, qui tomba sur cette gigantesque dalle dans les années 1880, près de Clydebank, aux abords de Glasgow, en Écosse. La pierre était un grès classique, semblable à ceux que l'on trouve à Stonehenge. Mais c'était un grès lisse, idéal pour servir de toile. Lorsque Harvey découvrit la roche, elle était ornée d'anneaux tourbillonnants, de rainures profondes et d'étranges cupules. Il dut immédiatement percevoir qu'il ne s'agissait pas d'un simple rocher. C'était un message datant de plusieurs millénaires. En réalité, il provenait directement de 3000 avant notre ère. Cochno signifie « petite coupe » en gaélique. Ceux qui la nommèrent décrivaient littéralement ce qu'ils observaient. Des anneaux imbriqués les uns dans les autres. Ces gravures ont donné naissance à de nombreuses théories. Certains experts y voient les prémices d'un langage écrit, des codes abstraits antérieurs aux mots. D'autres estiment que la pierre constitue une carte céleste, permettant au peuple néolithique de suivre le soleil, la lune et les étoiles, à l'instar des pyramides de Gizeh, que certains considèrent étrangement alignées avec la constellation d'Orion. Les cupules et marques de la pierre de Cochno pourraient elles aussi s'aligner sur une constellation particulière. La théorie la plus étrange prétend que la pierre servait de portail. Un scientifique affirme que les autochtones pensaient que ces gravures indiquaient un lieu de renaissance. Un endroit où l'on s'enfoncerait dans la terre pour naître à nouveau, dans cette vie ou dans l'au-delà. Si c'était exact, cela expliquerait peut-être pourquoi ils la cachèrent, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Dans les années 30, un archéologue nommé Ludovic Mann entendit parler de la pierre et décida de s'y rendre. Cet homme eut une idée singulière. Il apporta de la peinture sur le site et en recouvrit les gravures. Pourtant, cette démarche insolite possédait un sens plus profond. Il cherchait littéralement à relier les points et à déterminer si la pierre pouvait servir de carte astronomique ancienne. Il pensait que ces gravures pourraient me prédire les mouvements du soleil et de la lune, voire les éclipses. Certains affirment qu'en réalité, Mann commit un acte de vandalisme sur la dalle. Cela explique peut-être pourquoi, en 1965, les archéologues décidèrent de la réenterrer, ayant constaté des traces de graffiti et d'érosion climatique, jugeant qu'il valait mieux la préserver à l'abri sous la terre. La pierre de Cochno s'étend sur environ 13 mètres de long pour 7 mètres de large, soit presque la taille d'un autobus.
Ce qui distingue cette dalle des autres roches, c'est la netteté et la complexité de ses gravures. De nombreux spécialistes la considèrent comme l'un des exemples les plus aboutis de cet art préhistorique sur l'ensemble du continent européen. Les motifs qu'elle porte se retrouvent également dans divers sites néolithiques à travers l'Europe, tels que la Grèce, la France, l'Espagne ou l'Italie, et même au-delà, en Australie, tous partageant des marques similaires en forme de cupules et d'anneaux. Pour préciser, ce type d'art préhistorique est également connu sous le nom de pétroglyphes. Les pétroglyphes sont des gravures réalisées par les hommes préhistoriques directement sur la surface des roches. Plutôt que d'utiliser de la peinture, ils ébréchaient, grattaient ou martelaient la pierre pour créer des images représentant animaux, symboles, spirales ou scènes de la vie quotidienne. Cependant, malgré toute l'attention portée, personne n'a jamais déchiffré le code de la pierre de Kochno. Pendant un temps, elle demeura tranquillement enfouie, jusqu'à ce qu'elle soit spectaculairement remise au jour en 2016. Je dis spectaculairement, car cette décision ébranla la communauté archéologique. Des chercheurs de l'université de Glasgow entreprirent alors de rouvrir le site pour étudier à nouveau la pierre. Mais cette fois, au lieu de l'exposer aux intempéries, ils recoururent à des drones et à un balayage tridimensionnel de haute technologie, capturant chaque sillon et chaque volute avec une précision époustouflante. L'équipe produisit une réplique numérique si fidèle qu'elle pouvait être étudiée sans jamais toucher l'original. Cette méthode novatrice permit d'espérer qu'un jour, la pierre de Kochno révélerait enfin ses secrets, ou du moins qu'elle nous aiderait à comprendre ce que les hommes du néolithique jugeaient digne d'être gravé dans la pierre et dissimulé sous terre. Mais cette résurrection numérique eut un prix. La pierre réelle, vulnérable après des siècles passés sous terre, dut être à nouveau enfouie, préservée des mains trop curieuses et, convenons-en, des pieds malodorants du monde moderne. Aujourd'hui, la pierre de Kochno repose une fois encore sous le sol écossais, patiemment. Il convient de préciser que, bien que les chercheurs n'aient pas encore déchiffré les symboles de cette pierre, ils savent une chose avec certitude. L'art rupestre néolithique constituait une forme puissante de communication et de spiritualité pour les communautés anciennes. Ces gravures étaient soigneusement exécutées sur des rochers dispersés à travers collines, pâturages et près des sources d'eau. Elles servaient sans doute à des fins pratiques, comme indiquer des lieux importants ou guider les déplacements saisonniers. Mais leur portée dépassait largement cet usage. Pour les peuples néolithiques, ces pierres gravées revêtaient un caractère profondément spirituel, établissant un lien avec les ancêtres, les forces de la nature et les paysages sacrés. Ces roches possédaient une signification au sein d'une relation plus vaste entre l'homme et son environnement. Elles contribuaient à transformer le paysage en une carte vivante, à la fois de la vie quotidienne et des croyances spirituelles. C'est sans doute pourquoi de telles gravures se retrouvent aux quatre coins du monde. À propos de rochers mystérieux, il faut évoquer ces pierres ornées de pétroglyphes qui chantent réellement. Permettez-moi de vous présenter les pétroglyphes de Kubgal, situés dans le district de Bellary, au Karnataka, en Inde. Ce site néolithique, ou de l'âge de pierre, fut découvert à la fin du XIXe siècle, perdu, puis redécouvert au début du XXIe siècle. Ces pétroglyphes furent gravés sur la surface sombre de la dolérite. Contrairement au grès tendre et malléable, la dolérite est une roche volcanique dure et sombre, formée par le refroidissement du magma. Cet art rupestre fascinant se concentre essentiellement sur le bétail, notamment la variété à longues cornes et à bosses que l'on rencontre encore aujourd'hui dans la région. Il ne s'agit pas de simple gribouillage. Certains animaux sont représentés seuls, tandis que d'autres apparaissent dans des scènes d'affrontement, sont montés par des figures humanoïdes, ou entourés de personnes armées d'arcs et de flèches, peut-être pour illustrer la chasse ou la capture. Outre les bovins et les humains, on distingue quelques animaux comme les éléphants, tigres ou cerfs, ainsi que certains symboles abstraits comme des poings, des échelles ou des empreintes. Il n'y a cependant aucune scène narrative étendue. Kubgal se distingue par sa richesse visuelle et son importance, et il chante véritablement. Parmi ses traits les plus singuliers figurent les fameux tam-tams de roche. Il s'agit de blocs dotés de dépressions naturelles en forme de cupules, qui résonnent comme des cloches lorsqu'ils sont frappés avec de plus petites pierres, appelées percuteurs. Plutôt que d'émettre un simple coup sourd, le rocher produit un véritable son mélodieux, tel le xylophone de la Terre. Ce phénomène réel se retrouve également dans d'autres régions du monde. Ces roches musicales,
émettent des sons métalliques résonnants, audibles sur plusieurs centaines de mètres. La plupart des roches, frappées, n'émettent aucun son car elles absorbent l'énergie. Certaines, en revanche, généralement les plus dures, présentent une densité et une élasticité suffisantes pour vibrer lorsqu'elles sont heurtées. Dans de nombreuses cultures anciennes, le son ne servait pas uniquement au divertissement. Pour beaucoup, il constituait un pont vers le divin. Ainsi, les chercheurs avancent que ces tam-tams de roche pouvaient être employés lors de cérémonies spirituelles et... Imaginez-vous en train de traverser un désert à pied. Il fait chaud, vous avez terriblement soif et pour couronner le tout, il vous faut contourner ce mur. Un mur au milieu d'un désert aride et sans vie. Exactement, un mur dans le nord du désert saoudien. Les archéologues viennent de faire une découverte extraordinaire, et il ne s'agit pas d'un simple mur. Non, il s'agit de toute une ville antique fortifiée qui pourrait dater de l'an 2400 avant notre ère. Ils pensent que cet endroit abritait environ 500 personnes, et qu'il a pu être habité pendant un millénaire. C'est une découverte capitale, car cela signifie que cette région était peut-être beaucoup plus avancée que l'on ne le pensait. La ville était bien organisée, avec différentes zones d'habitation, des tours et des murs solides pour la protection des habitants, ainsi que différentes sections pour toutes sortes d'activités quotidiennes. Cette ville antique, que l'on appelle aujourd'hui Al-Nata, était une ville oasis, et grâce à elle, nous avons un aperçu de ce qu'était la vie dans ce désert il y a des milliers d'années. Apparemment, les différentes zones étaient bien séparées. Il y avait des quartiers résidentiels, un cimetière, des terres agricoles et même un centre-ville. Cette ville oasis, située dans la région de Khaybar, constitue la première grande colonie organisée du 2e ou 3e millénaire avant notre ère découverte par les chercheurs dans le nord-ouest de l'Arabie. Les premières études nous montrent que cette ville, qui s'étendait sur environ 2300 mètres carrés, comprenait plusieurs quartiers, dont un quartier résidentiel, un cimetière et un quartier judiciaire avec des tribunaux. Les maisons étaient disposées en rangées bien ordonnées, toutes reliées par de petites routes. Ces rues séparaient le quartier résidentiel du reste de la ville. À l'époque, la plupart des habitants de cette région étaient des éleveurs nomades, en perpétuel mouvement. Cependant, les archéologues sont convaincus que pendant l'âge du bronze, le nord-ouest de l'Arabie était parsemé de petites villes fortifiées et d'oasis. Ces villes et oasis reliées entre elles étaient uniques. Elles offraient aux populations la sécurité nécessaire pour vivre, stocker des marchandises et faire du commerce. Elles témoignent des débuts de l'urbanisme et nous suggèrent que c'est à cette époque que les gens ont commencé à s'installer et à organiser leur communauté de manière plus structurée. L'équipe de recherche estime qu'il y avait environ 50 maisons à Al-Nata. Cependant, ce nombre pourrait atteindre 70 à mesure que les fouilles avancent. On pense que quelques centaines de personnes vivaient là. L'un des aspects les plus remarquables est sans doute que certaines maisons comptaient jusqu'à 3 étages. Construite sur une pente près de 2 routes commerciales importantes, cette ville bénéficiait d'un emplacement privilégié. L'un des aspects les plus impressionnants de cet endroit est son approvisionnement en eau. L'oasis disposait de sources et d'aquifères, des sources d'eau souterraines, ce qui en faisait un endroit idéal pour l'agriculture. Grâce à ces réserves d'eau, les habitants pouvaient cultiver leur propre nourriture et être relativement autonomes. Les murs d'enceinte servirent probablement à contrôler l'accès à la ville et à ses ressources. Ce mode de vie sédentaire constituait un changement impressionnant par rapport à l'existence nomade des populations précédentes. Ce fut le début d'un mode de vie dit agro-pastoral, soit un mélange d'agriculture et d'élevage. Cette théorie est corroborée par la découverte, à l'intérieur de la ville, de tout un ensemble d'outils, des meules, des mortiers et des pilons. Les habitants moulaient leurs céréales afin de préparer leurs repas. Ils se nourrissaient de grains, de viande et de lait provenant de leurs propres élevages. Ces découvertes fascinantes nous montrent que les gens pouvaient subvenir à leurs besoins et qu'ils étaient étonnamment avancés pour l'époque. Grâce à un meilleur accès à l'Arabie saoudite au cours des 2 dernières décennies, les archéologues ont désormais une image beaucoup plus précise de la vie qu'on y menait il y a des milliers d'années. Al-Nata faisait peut-être même partie d'un réseau de villes oasis fortifiées similaires réparties dans toute la région. Grâce à ces sites, nous pouvons à présent savoir comment fonctionnaient les routes commerciales et comment s'organisaient les petites colonies à cette époque dans cette région aride. Cette récente découverte n'est toutefois pas la seule à susciter l'enthousiasme du monde scientifique. Et si nous allions visiter l'Égypte, des archéologues viennent d'y découvrir un trésor antique gréco-égyptien sous les eaux. Ils explorèrent la cité perdue de Tonis Héracléon, au large des côtes égyptiennes. Elle aurait coulé il y a plus de 1000 ans. Cette ville était légendaire. Personne ne savait où elle se trouvait exactement jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000.
Aujourd'hui, les fouilles avancent, et au cours d'une exploration récente, les archéologues ont découvert un trésor composé de nombreux objets en or et en argent. On pense qu'on les utilisait lors du couronnement des nouveaux pharaons. Les chercheurs ont même découvert un ancien temple grec dédié à Aphrodite, ainsi que des armes grecques très anciennes. Frank Goddio, l'archéologue en chef, a déclaré qu'il était étonnant que ces objets si fragiles aient survécu à la catastrophe qui a détruit l'ancienne ville. À son apogée, Thonis Héracléion était l'une des plus grandes cités portuaires de la Méditerranée. C'était un immense centre culturel et le principal point d'entrée en Égypte pour les navires en provenance de Grèce. Malheureusement, en raison de la montée des eaux, de tremblements de terre et d'un raz-de-marée catastrophique, le sol sous la ville s'est un jour littéralement transformé en boue. La ville entière a alors sombré dans la Méditerranée. Et on l'a oublié jusqu'à ce que l'équipe de Goddio la redécouvre en l'an 2000. Depuis, plusieurs de ces sites ont été mis au jour et les chercheurs ont pu peu à peu reconstituer son histoire. Si cette cité engloutie ne vous impressionne pas, nous vous emmenons à présent en Amazonie, où une découverte vraiment stupéfiante a été faite. Depuis des siècles, on parle de cités perdues au cœur de la jungle amazonienne, comme El Dorado, qui a attiré tant d'explorateurs espagnols à la grande époque des découvertes. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. Dans les années 1900, un explorateur britannique nommé Percy Fawcett est parti à la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Et lui aussi a disparu. Aujourd'hui, des scientifiques ont trouvé la preuve que ces cités perdues de l'Amazonie ont bel et bien existé. Une équipe de chercheurs a utilisé une technologie appelée LIDAR, qui permet de voir à travers l'épaisse jungle depuis le ciel en projetant des faisceaux lumineux vers le sol. Ils ont survolé la jungle bolivienne à bord d'un hélicoptère à environ 200 mètres d'altitude et ont cartographié ces anciennes cités. Ils ont découvert les ruines d'une immense agglomération construite par le peuple Khazarab, qui y a vécu de 500 à 1400 après JC. Il ne s'agissait pas juste de quelques bâtiments éparpillés ici et là. Les cartes LIDAR ont révélé d'immenses centres urbains, des pyramides, des plateformes, des routes, des canaux et des chaussées, le tout soigneusement aménagé. Il s'avère que l'Amazonie n'était pas une jungle vierge, mais qu'elle abritait autrefois de grandes villes très complexes. Un scientifique de l'Institut archéologique allemand a expliqué que les Européens avaient longtemps ignoré la possibilité de l'existence d'anciennes villes amazoniennes, mais que les cartes LIDAR venaient aujourd'hui leur donner tort. Ces nouvelles cartes ont révélé 26 sites, dont 11 totalement inconnus jusqu'à présent. Les chercheurs ont découvert 2 sites urbains principaux, Landivar et Kotoka, qui comportaient d'énormes douves, de grands bâtiments sur plateforme et de hautes pyramides. Les différentes colonies, petites et grandes, étaient reliées par des chaussées s'étendant comme les rayons d'une roue. Certains canaux reliaient même les villes à des rivières et à un grand lac, ce qui permettait à l'eau de circuler dans la région. Au fil des ans, les scientifiques ont trouvé des ruines éparpillées dans toute la zone, mais à cause de l'épaisseur de la jungle, il était presque impossible de relier les points entre eux et de comprendre de quelle façon communiquaient tous ces vestiges. Grâce au LIDAR, l'ensemble du site a pu prendre vie, révélant un système urbain organisé extrêmement vaste. Il est désormais évident que ces sites avaient également une signification spirituelle, car tout y est disposé de manière à évoquer une structure symbolique profonde. La civilisation khazarabe n'est pas aussi célèbre que celle des Mayas, mais elle a connu une société florissante dans une région confrontée à d'énormes défis tels que des inondations annuelles. Et bien que les Andes voisines possèdent leurs propres sites monumentaux, les Khazarabes ont réalisé quelque chose d'absolument unique. Ils disposaient même de réservoirs pour stocker l'eau, ce qui suggère qu'ils devaient en faire face à des sécheresses occasionnelles, ce qui est assez inhabituel en Amazonie. En réalité, ces terribles sécheresses pourraient nous expliquer pourquoi les Khazarabes ont finalement quitté leur ville vers l'an 1400 de notre ère. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante qui pourrait résoudre le mystère de Stonehenge. Ils ont trouvé un élément caché au plus profond de l'ADN des pierres de Sarsène, les énormes monolithes présents sur le site. Cette découverte pourrait révéler pourquoi nos ancêtres du néolithique ont conçu et construit cette structure. Depuis des années, les scientifiques se creusent la tête pour savoir d'où viennent les énormes pierres de Sarsène. Pendant longtemps, ils ont cru qu'elles provenaient d'une carrière située à 25 km du site, connue sous le nom de Marlborough Downs. Sur ce site, ils ont trouvé des minéraux similaires à ceux qui composent les pierres de Sarsène. Mais en réalité, les choses sont plus complexes qu'on ne le pensait. Notre compréhension de la construction de Stonehenge est en constante évolution. Les scientifiques doivent littéralement remonter le temps pour percer ces mystères. D'où viennent les pierres?
Comment ont-elles été transportées? Pourquoi le site a-t-il été construit? Le site de Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury en Angleterre, est constitué de deux grands types de pierres. Il y a les pierres de sarcène, très lourdes, et les pierres bleues, plus petites et plus légères. Les pierres de sarcène pèsent chacune environ 25 tonnes. Cela équivaut à 3 éléphants d'Afrique. La pierre de sarcène la plus lourde, appelée Hillstone, pèse à elle seule 30 tonnes. Ensemble, les pierres de sarcène forment le cercle extérieur de la structure. À l'intérieur de ce cercle, vous trouverez les pierres bleues. Leur nom est peut-être un peu trompeur, car elles ne sont pas vraiment bleues. Elles ont une teinte bleutée lorsqu'elles viennent d'être cassées, d'où leur nom. Ces petites pierres proviennent probablement des collines de Presley, dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Elles sont un peu plus légères que les pierres de sarcène, mais restent assez lourdes. La pierre de l'autel, classée parmi les pierres bleues, est la plus lourde d'entre elles, avec un poids d'environ 6 tonnes. Son emplacement d'origine n'est pas encore connu. Pour déterminer l'origine d'une pierre, les scientifiques doivent d'abord étudier sa composition. Pour cela, ils vérifient l'ADN de la roche. Ensuite, ils recoupent la structure de la pierre avec les minéraux présents dans le sol pour voir s'il y a concordance. La plupart des pierres de sarcène que nous voyons dans le sud de l'Angleterre sont en fait constituées d'un type de grès connu sous le nom de silcrète. Il s'agit d'un sable durci par les eaux souterraines pendant des millions d'années. Ce processus est principalement produit au cours d'une période appelée le Paléogène, il y a quelques 65 à 23 millions d'années. Ces pierres de sarcène ne se sont pas formées en une seule grande plaque, mais par parcelles, comme si la nature avait créé de petits jardins de pierres un peu partout. Les scientifiques expliquent que les pierres de sarcène se sont répandues de manière aléatoire, souvent dans des zones isolées. Au fil du temps, nombre d'entre elles ont été enfouies sous des couches d'argile et de craie, ce qui a contribué à leur préservation. Lorsque les bâtisseurs de l'Antiquité se sont mis en quête de matériaux, ces pierres leur ont probablement semblé parfaites pour la construction d'une structure aussi impressionnante que Stonehenge. En fait, on a utilisé des pierres de sarcène dans toutes sortes d'ouvrages, des villas romaines aux églises médiévales en passant par les bordures de routes et les murs de culture. On pourrait dire que ces pierres étaient le matériau de prédilection des bâtisseurs de l'Antiquité et qu'elles ont continué à être populaires même à l'époque moderne. Ce fait a amené les scientifiques à se demander si toutes les pierres de sarcène, utilisées pour construire Stonehenge, ne provenaient pas du même endroit. Ils ont identifié des sites dans tout le Royaume-Uni, dans des régions telles que l'Oxfordshire et le Kent. Après des centaines d'années d'études, les géologues disposent enfin du type de technologie appropriée pour déterminer l'origine des pierres. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il s'agit d'un lieu tenu secret, très éloigné du site. Mais il s'est avéré que les pierres de sarcène proviennent en réalité de West Woods, une forêt située tout près de Stonehenge. Un nouveau facteur est entré en jeu lorsque des fouilles ont mis au jour des trous de pierre, indiquant qu'au moins 6 piliers de pierre bleue avaient été retirés dans les collines de Preseli, sur le site de Waunmain, au cours de la préhistoire. Il y avait là un cercle de pierre, et l'on pense que certaines des roches de Stonehenge ont été récupérées dans ce cercle plus ancien. Si cela est vrai, il se pourrait que Stonehenge fasse partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de sites anciens. Si c'est bien le cas, Stonehenge ne serait que la cerise sur le gâteau d'un projet de plus grande envergure. Un peu comme la pièce maîtresse d'un paysage de monuments, de monticules, de cercles de pierre et d'autres choses très impressionnantes. C'est la raison pour laquelle les scientifiques veulent absolument savoir d'où viennent les pierres. Cela pourrait permettre de comprendre pourquoi et comment Stonehenge a été construit. Stonehenge n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a été construit en plusieurs étapes sur des centaines d'années. Il ne s'agissait probablement pas de l'œuvre d'une seule personne, mais d'un grand projet communautaire qui a évolué au fil du temps. Chaque génération de bâtisseurs a apporté ses propres idées, créant une structure qui allait durer des siècles. La première étape remonte à environ 3100 ans avant notre ère. Un fossé circulaire a été creusé et quelques pierres bleues ont été installées, formant une sorte d'anneau de départ. Plus tard, ils ont ajouté les pierres de sarcène et ont même surmonté certaines d'entre elles de pierres horizontales afin de former ces fameuses arches que vous voyez aujourd'hui. Ce qu'on appelle les trilithes. Ces bâtisseurs de l'Antiquité avaient bien des défis à relever. Comment déplaçaient-ils les pierres? Une vieille théorie, connue sous le nom de route de glace, suggère que les pierres ont été déplacées sur des chemins naturels et glacés au cours de plusieurs hivers. Ils auraient ainsi simplement fait glisser les pierres jusqu'à Stonehenge.
Mais nous parlons là d'une distance de plus de 160 km, c'est donc assez invraisemblable. Quoi qu'il en soit, cette théorie a été démentie, parce qu'il faisait plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui. Il y a aussi la théorie de la rivière. Les pierres auraient été transportées par voie d'eau depuis leur lieu d'extraction jusqu'au site. Mais les pierres de Sarsen sont beaucoup trop lourdes pour cela. Cette théorie a donc également été abandonnée. En clair, personne ne sait comment les pierres ont été déplacées. Les recherches menées à Stonehenge ont dévoilé un autre élément scientifique intéressant. Un récent examen au laser des pierres a révélé les différentes méthodes de travail utilisées et montré que certaines parties du monument étaient plus soigneusement ouvragées que d'autres. En particulier, le côté nord-est et les faces internes des trilithes centraux ont été minutieusement taillés. Pour information, un trilithe est une structure composée de 3 pierres. 2 énormes monolithes sont surmontés d'un troisième qui les relie entre eux. En grec, ce mot signifie simplement « qui a 3 pierres ». Quoi qu'il en soit, la grande question, et la raison pour laquelle Stonehenge est si célèbre, est de savoir pourquoi il a été construit en premier lieu. Les théories vont bon train, et certaines semblent tout droit sorties d'une série de science-fiction. Voici un bref aperçu des idées les plus populaires. Il y a bien sûr la théorie du calendrier solaire. Elle suppose que les pierres sont alignées sur les mouvements du soleil, en particulier lors des solstices d'été et d'hiver. Lors du solstice d'été, le soleil se lève à gauche de la Hillstone, la seule pierre à l'extérieur du cercle principal, éclairant ainsi l'ensemble du monument. Certains disent qu'il s'agit là d'une espèce de calendrier antique permettant de marquer les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Certains archéologues pensent que Stonehenge pourrait avoir été un ancien site de guérison. Des morceaux de pierre bleue portent des traces de burin, probablement faites par des gens qui croyaient qu'elles pouvaient guérir des maladies. Selon une théorie, les gens venaient à Stonehenge de tous les coins du pays dans l'espoir d'y trouver un remède à leurs maux. Certains pensent que Stonehenge était un lieu très populaire, un endroit où les gens se rassemblaient. Certaines preuves suggèrent que des communautés très éloignées les unes des autres se retrouvaient à Stonehenge pour des célébrations, des festins et des cérémonies. Un examen des ossements trouvés à proximité montre que les gens parcouraient parfois des centaines de kilomètres pour se rassembler sur ce site. Nous ne qualifierions pas cette île de mystique sans les récits décrivant les géants qui l'habitent. L'île de Gozo, située à Malte, sert de toile de fond à une légende ancienne. Malte, nation insulaire nichée dans la mer Méditerranée, au sud de l'Europe, occupe une position stratégique exceptionnelle. Au fil de son histoire, elle a été gouvernée par de nombreuses civilisations, parmi lesquelles les Phéniciens, les Grecs, les Romains et les Carthaginois. Par une nuit glaciale, il y a plusieurs millénaires, un fermier aperçut le ciel virer à l'orange, puis au rouge, avant d'entendre un bruit sourd retentir. Bien que le sol tremblât légèrement, il ne s'agissait pas d'un séisme. En scrutant la forêt, il distingua une silhouette colossale, plus haute que les arbres. Approchant avec précaution, il réalisa qu'il s'agissait d'une femme, une géante, qui se présenta sous le nom de Sansuna. Contrairement aux terribles géants décrits dans de nombreux récits, Sansuna ne nourrissait aucune intention de détruire l'humanité. Bien au contraire, elle se montrait bienveillante et généreuse. Elle révéla aux fermiers que son peuple pouvait aider à défendre leurs terres contre les envahisseurs. Les habitants furent intrigués par cette proposition, d'autant plus que, située sur une route commerciale stratégique, Malte était fréquemment la cible d'invasions. La légende raconte que Sansuna s'installa à Malte et ne tarda pas à se mettre à l'œuvre. Mais son travail ne consistait pas en de simples tâches. Elle transportait des monolithes gigantesques sur son épaule pour édifier un temple monumental appelé Gantija, signifiant la tour des géants. Elle accomplissait cet exploit tout en portant, sur l'autre épaule, son enfant, mi-humain, mi-géant. Selon certains récits, Sansuna se nourrissait exclusivement de haricots et de miel, bien que d'autres substituent le miel par de l'eau. Ce qui prête à sourire, c'est que Malte, malgré sa modeste taille, 10e plus petit pays au monde, aurait été la terre d'accueil de géants. Allez comprendre. Le temple évoquait un immense jeu de Tetris, certaines pierres atteignant le poids impressionnant de 20 éléphants. Ces blocs monolithiques sont si massifs que les spécialistes estiment qu'il aurait fallu la force conjointe de 50 hommes pour en soulever un seul. Aussi captivante que soit cette histoire, les humains n'ont jamais prouvé l'existence réelle des géants, rendant ce récit hautement improbable. Certains textes anciens mentionnent brièvement une espèce de géant appelé Néphilims.
Ces derniers auraient été des colosses terrifiants, responsables de nombreux ravages sur Terre, avant de disparaître au moment du déluge. Cependant, aucune preuve tangible de leur existence n'a jamais été découverte, jusqu'à l'apparition d'un élément intrigant. L'archéologie maltaise a mis au jour plusieurs découvertes étonnantes au fil des années, dont l'une des plus marquantes est connue sous le nom de crâne de l'hypogée. Ce terme, d'origine grecque, signifie « souterrain ». Ce site extraordinaire fut découvert au cours de la première décennie du XXe siècle, lorsqu'un appel urgent parvint au directeur du Musée national de Malte. Des ossements remarquables avaient été déterrés par accident, nécessitant son expertise immédiate. L'hypogée se présentait comme une véritable ville souterraine, composée de labyrinthes et de salles réparties sur plusieurs niveaux. Ces structures avaient été taillées dans un calcaire similaire à celui utilisé pour les temples maltais situés en surface. L'hypogée regorgeait de précieuses reliques et d'artefacts inestimables. Les chercheurs ont rapidement établi que l'hypogée servait de lieu de dernier repos pour les habitants de l'époque. Parmi les découvertes figuraient de nombreux ossements, squelettes et surtout des crânes. Ces derniers n'étaient pas des crânes humains classiques, mais appartenaient à la catégorie dite allongée. Plus intriguant encore, ces crânes ont été dissimulés au public pendant de nombreuses années, alimentant des spéculations et donnant naissance à une multitude de théories. Cette découverte a constitué un tournant pour l'archéologie maltaise, même si les scientifiques se sont retrouvés démunis face à cette énigme. Certains se sont interrogés sur l'origine de ces crânes, se demandant s'ils étaient naturels ou avaient été altérés, en sachant que certaines cultures utilisaient des techniques de déformation crânienne. D'autres chercheurs ont évoqué des hypothèses plus audacieuses, allant des petits hommes gris aux géants légendaires. Certains suggèrent même que ces crânes allongés pourraient être des sculptures dédiées à des divinités venues d'ailleurs. Faute de preuves pour confirmer ces théories, une question demeure. Qui étaient réellement les bâtisseurs des temples mégalithiques de Malte? Examinons les faits établis par les scientifiques. Les temples mégalithiques de Malte se dressent depuis 3500 ans avant notre ère, ce qui les rend encore plus anciens que les pyramides d'Égypte. La véritable énigme réside dans le fait que ces édifices aient été érigés bien avant l'apparition de l'écriture. Pourtant, leur construction nécessitait des compétences technologiques avancées que l'on peine à expliquer. Le temple de Gantija semble défier toute logique humaine par son ampleur. Le temple sud possède un couloir bordé de 4 salles ovales, évoquant la forme d'un grand trèfle. Dans l'une de ces salles, les archéologues ont découvert des autels ornés de motifs en spirale. Ces structures, vraisemblablement utilisées à des fins rituelles, témoignent de l'importance des pratiques spirituelles chez les premiers Maltais. Le temple nord, bien que similaire dans sa conception, est plus modeste et dispose d'une entrée si basse qu'elle oblige les visiteurs à se courber pour y pénétrer. Ce détail pourrait symboliser un geste de déférence envers les divinités vénérées en ces lieux. Il est difficile de ne pas s'interroger sur les raisons mystérieuses qui ont poussé ces bâtisseurs à créer un temple d'une telle envergure. Peut-être ont-ils enrôlé l'un dragon de Daenerys pour déplacer ces monolithes? Bien sûr, il ne s'agit que d'une plaisanterie. Mais saviez-vous que les célèbres portes de Medina, à Malte, avaient servi de décor pour Port-Réal dans l'épisode 3 de la première saison de Game of Thrones? Quoi qu'il en soit, revenons aux géants. La théorie selon laquelle ces lieux avaient une vocation rituelle a gagné en crédibilité lorsque les archéologues ont mis au jour des figures énigmatiques surnommées les Dames Grasses. Ces petites statues, au corps rond et au visage reflétant une grande joie de vivre, semblent-tu témoigner d'un certain hédonisme. Ces statues rappellent étrangement une version miniature de Sunsuna, la géante évoquée précédemment. Les scientifiques estiment qu'elles figuraient probablement le bien-être et la prospérité. Leur existence atteste non seulement des compétences artisanales avancées des anciens Maltais, mais aussi de l'intentionnalité de leur construction et de leurs créations artistiques. L'une de ces œuvres, connue sous le nom de « La Dame endormie », est une pièce d'art néolithique représentant une femme de forte corpulence, allongée sur le côté, semblant dormir paisiblement. Après des analyses approfondies, les chercheurs ont supposé qu'elle incarnait la grande faucheuse. Découverte dans l'hypogée, un vaste lieu de sépulture, cette statue se distingue des autres Dames Grasses, notamment par sa coiffure et sa jupe ornée de broderies. Une autre statue intrigue particulièrement. Elle représenterait une femme mesurant 2,50 m de hauteur, accompagnée d'un fragment du bord de sa jupe. Sa découverte, pour le moins inhabituelle, remonte à 1915, lorsqu'un agriculteur, gêné dans son travail par de larges blocs de pierre, invita le directeur du Musée national de Malte à venir les examiner. Pour certains, cette trouvaille constitue la preuve de l'existence de Sunsuna, tandis que d'autres
reste sceptique. Et ce n'est pas tout. L'endroit où cette statue gigantesque a été trouvée abritait l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de Malte, les temples de Tarxien. Construits à partir de blocs de calcaire, certains mesurent dans 6 mètres de haut et pèsent environ 20 tonnes. En poursuivant ces fouilles, le directeur du musée, un certain Zamit, découvrit plusieurs sites similaires, tous composés de pierres mégalithiques. Ces structures, attribuées à des agriculteurs de l'âge de pierre ayant vécu sur une île isolée de la Méditerranée il y a des milliers d'années, défient toute logique. Il suffit d'observer les temples de Mnajdra. Ils pourraient y bien représenter le tout premier calendrier au monde. Lors des équinoxes, le soleil traverse directement l'entrée principale et éclaire l'axe central du temple. Quant au solstice, ils offrent 2 variations remarquables. Pendant le solstice d'été, les rayons illuminent le bord du mégalithe, situé à gauche de l'entrée, tandis qu'en hiver, ils se déplacent vers la droite. C'est là une démonstration fascinante de précision astronomique. Et que dire des structures de Halles Tarxien, déjà mentionnées. Ce complexe est considéré comme le plus ancien de tout Malte. Il a été édifié pour permettre des offrandes animales aux divinités. Une théorie confirmée par la découverte de nombreux ossements enfouis dans le sol. Les fouilles ont également révélé une riche collection de motifs en spirale, suggérant que les habitants utilisaient également cet espace pour des rituels religieux. Tu as enfilé ta jolie parka beige, tes instruments sont soigneusement emballés, et ton billet d'avion pour l'Arabie Saoudite est réservé. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Et non, tu n'as pas été choisi pour jouer dans le remake de Dune. Cela signifie simplement que tu es prêt à partir explorer les plus grandes contrées désertiques de notre monde, dans l'espoir de découvrir quelques secrets préhistoriques sur nos ancêtres. Soyons clairs. Si tu pensais que les déserts étaient des espaces vides, détrompe-toi. Ils ont beau être remplis de sable à perte de vue, ils n'en sont pas moins chargés d'histoire. Tu sais, parce qu'avant que les hommes ne se rassemblent dans des villages, nous étions des peuples nomades. Nous arpentions le monde à la recherche de nourriture, d'eau et d'abri. Il nous a donc bien fallu concocter 1 ou 2 inventions intéressantes pour survivre. Comme cette chose trouvée dans le désert d'Arabie Saoudite. As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de l'origine et de l'usage d'énormes structures pareilles à celle-ci. Il semble que nos ancêtres néolithiques étaient bien plus intelligents que nous ne le pensions. Ils ne passèrent pas leur temps autour du feu à tailler des armes dans la pierre. Non, ils exerçaient aussi leur talent d'architecte. Ces immenses structures de pierre sont appelées des desert kites, autrement dit, les cerfs-volants du désert. Parce que si tu les regardes de loin, elles ressemblent, à des cerfs-volants. Les archéologues s'accordent à dire que ceux-ci servaient à attirer les animaux. Ainsi, nos ancêtres pouvaient plus facilement s'assurer une abondance de gibier au fil de la semaine. Mais ce n'est pas tout. Regarde plutôt la paroi de cette caverne. Elle nous montre que nos ancêtres ont probablement esquissé sur la roche le plan de ce qu'ils prévoyèrent de construire au sol. Tout comme les architectes d'aujourd'hui. Les desert kites pouvaient s'étendre sur des kilomètres de long. C'est pourquoi il fallait bien en tracer un plan avant de les construire. Le plus surprenant, c'est que ces structures semblent encore plus vieilles que ne l'est Stonehenge. On parle de 7 à 9 000 ans. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont pu identifier plus de 6000 desert kites disséminés du Moyen-Orient jusqu'au cœur de l'Asie. Si tu ne trouves pas cela énorme, essaye de construire quelque chose d'aussi grand, sans l'aide d'aucun drone. Il semble que ce soit un exploit assez difficile à réaliser. Et apparemment, le désert d'Arabie est rempli de choses encore plus étonnantes. Des scientifiques y ont découvert de mystérieuses structures, plus anciennes que les pyramides égyptiennes de Gizeh. Alors bien sûr, tu as hâte d'aller voir ce qu'il en est. Nous sommes tous d'accord pour admettre que charrier de lourdes pierres, dans le but de construire une pyramide, et ce, sans l'aide de la moindre technologie moderne, semble déroutant. Je veux dire, comment diable ont-ils fait? Imagine maintenant que tu reviennes plusieurs milliers d'années en arrière et que tu retrouves les hommes qui ont construit ces gigantesques structures dans les régions les plus désolées. Jette donc un coup d'œil à ces moustatils. Il s'agit de structures rectangulaires construites à partir de pierres empilées et éparpillées sur une superficie de 200 000 km². Certains archéologues pensent que ces monuments étaient utilisés à des fins rituelles. Des processions, peut-être, où les pèlerins se rendaient d'un bout à l'autre du plateau. Passons maintenant à une autre zone désertique. Nous pénétrons dans le célèbre désert du Sahara. N'est-ce pas magnifique? Ici, tu es sur le point de trouver la réponse à un mystère ancien que les chercheurs ont mis des années à résoudre. Fait notable, le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde. Il s'étend sur 8 à 9 millions de kilomètres carrés,
ce qui représente environ 15 fois la France. On précise que c'est le plus grand désert chaud, parce que la plus grande zone désertique du monde n'est autre que l'Antarctique. Mais nous savons tous que les températures y sont glaciales, ce qui est un peu aux antipodes de l'image que l'on se fait d'un désert. Au fin fond du désert, près de la ville algérienne de Fogaret-Ezouat, quelque chose d'étrange a été découvert. Depuis des décennies, ces petits points ne cessèrent d'apparaître sur les images de Google Earth, mais personne ne pouvait expliquer de quoi ils retournaient. Certains scientifiques étaient persuadés que ces cercles étaient le résultat de l'activité pétrolière dans la région. D'autres pensèrent qu'il s'agissait d'anciennes fogaras, autrement dit d'anciens puits. On en compte des dizaines, s'étendant en ligne droite sur des kilomètres et des kilomètres. Mais ce qui est étrange, c'est qu'elles sont toujours très éloignées de toute ville, de toute route ou de toute activité humaine en général. Quelle était, ou quelle est peut-être encore, leur raison d'être? Si tu devais deviner, qu'en dirais-tu? Tu te souviens que nous avons parlé du fait que nos ancêtres avaient dû faire preuve d'ingéniosité pour survivre en plein désert. Essayons de nous mettre à leur place pendant 1 minute. Imagine que tu sois un chasseur-cueilleur nomade vivant dans une région aride. Tu passes tes journées à te protéger tant bien que mal du soleil brûlant, en essayant de compter tous les grains de sable qui t'entourent. Mais tu as aussi besoin de manger et de boire de l'eau. Mais comment trouver de l'eau dans le désert? Bien sûr, tu peux peut-être espérer tomber sur une oasis toutes les semaines environ. Mais cela semble un pari risqué, n'est-ce pas? C'est pourquoi les habitants d'Afrique du Nord ont inventé ces fameuses fogaras. Les fogaras sont un système d'irrigation vieux d'environ 3000 ans. Les habitants de la région creusaient alors des puits dans les zones élevées, des fosses suffisamment profondes pour puiser dans les eaux souterraines. Ensuite, ils n'avaient plus qu'à creuser des puits en parallèle à des distances régulières. De cette façon, l'eau s'écoulait du puits principal vers tous les puits successifs et irriguait des zones entières. Les voyageurs pouvaient s'arrêter au puits pour se désaltérer. Ils pouvaient également y abreuver leur bétail et produire des cultures. Plutôt astucieux, non? Toutefois, même si ces trous ressemblent à des fogaras, quelques recherches démontreront que ce n'était pas le cas. En effet, de pareils puits étaient construits en ligne et non en cercle comme ceux que nous voyons à présent. Cela a donc éventuellement un rapport avec la deuxième option? Peut-être ces trous dans le désert sont-ils liés à l'activité pétrolière de la région? Examinons-les de plus près. Sur Google Earth, ils ne semblent pas bien grands, mais dans la réalité, ce sont d'énormes cratères. Le secret de leur nature se cache sous les sables. Si tu étais l'un des chercheurs à l'origine de cette découverte, tu aurais trouvé quelque chose d'unique enfoui sous le désert. D'anciens bâtons de dynamite et de vieilles boîtes de sardines. En rassemblant les pièces du puzzle, les archéologues se sont rendus compte que CS Conserve était d'un modèle des années 50 et 60. Il semble que des équipes entières de cette décennie y aient campé pendant qu'elles prospectèrent la zone en quête de pétrole. Et la dynamite? Elle était employée pour la prospection sismique, une technique ancienne, utilisée pour déterminer s'il y a du pétrole ou du gaz sous la surface de la Terre. Toujours en Afrique du Nord, existe un autre mystère du désert qui mérite que l'on se penche dessus. Près de la ville de Tiaret, au sud-ouest d'Alger, se trouvent 13 curieux monuments. Ces structures sont appelées Djedar. Et oui, difficile de s'empêcher d'y voir une référence à Star Wars. Elles ont une forme pyramidale et, d'après ce que les chercheurs en savent, elles servaient d'ultime demeure aux souverains de la région. Peux-tu deviner de quel peuple il s'agit? Ce sont vraisemblablement les Berbères. Et puisque nous parlons de choses anciennes, ces Djedar ont probablement été construits entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Lorsque les archéologues ont entrepris d'explorer l'intérieur de ces monuments, ils se sont rendus compte de leur immensité. Ils y ont découvert de grandes voûtes souterraines, des alcôves et des couloirs semblables à... Il y a environ 14 000 ans, des bâtisseurs venus d'un autre monde seraient descendus sur Terre. Leur objectif? Contribuer à l'édification d'un vaste complexe de pierres formé de blocs parfaitement imbriqués. Pour cela, ils auraient employé une technologie très en avance sur leur temps. Et une fois leur tâche accomplie, ils se seraient volatilisés sans laisser la moindre trace. Il ne s'agit pas d'un récit de science-fiction, mais d'une hypothèse avancée pour expliquer le mystère de Pumapunku. Les scientifiques ne la reconnaissent pas officiellement, mais ils ignorent toujours comment, quand et par qui cette structure impressionnante a été construite. Pumapunku est un site intégré à une cité ancienne nommée Tiwanaku, qui se trouve non loin du lac Titicaca, en Bolivie. Tiwanaku occupe une place essentielle dans les traditions incas, car ils considéraient ce lieu comme le point d'origine de la création du monde.
Les spécialistes estiment que Pumapunku aurait été édifié vers l'an 536 de notre ère. Les premiers Européens à le découvrir y sont parvenus en 1549 via l'expédition de Pedro Chiezza de León. En son centre se trouve une large plateforme en terrasse, composée de gigantesques blocs de pierre dont certains atteignent la taille d'un autobus, 8 mètres de long, 5 de large et 1 mètre d'épaisseur. Le plus imposant atteint un poids spectaculaire de 131 tonnes, soit plus que 20 éléphants réunis. Même les éléments plus petits sont comparables à la taille d'un canapé. Les archéologues pensent bon qu'il y avait au moins 5 grands portails, accompagnés de plusieurs autres, plus modestes, probablement inclus dans une structure monumentale. Le site a été construit à partir de 2 roches, le grès rouge et l'andésite, une des plus dures connues sur Terre. Ces blocs en forme de hache s'imbriquent comme les pièces d'un puzzle. Ils paraissent tous identiques, comme issus d'une production industrielle, ce qui semble invraisemblable pour une civilisation ancienne. Comme on l'a souligné, même les plus petits semblent démesurés. Chaque bloc a été sculpté avec des trous et des rainures d'une extrême précision. Les bâtisseurs réussirent à tracer des lignes parfaitement droites, découper des angles identiques, polir des surfaces nettes et percer des trous réguliers. Certains spécialistes pensent qu'ils recouraient à des techniques sophistiquées, bien qu'aucun outil n'ait été retrouvé. Il fallut un millénaire à d'autres pour atteindre une telle précision. Parmi les énigmes les plus déconcertantes figure celle du transport de ces énormes pierres. Le site de Pumapunku se trouve à une altitude vertigineuse de 3840 mètres, dans une région si élevée que même les arbres n'y poussent pas. Les bâtisseurs de l'époque ne disposaient ni de roues, ni de grues, ni d'engins motorisés, et pourtant, ils ont déplacé ces masses colossales sur de longues distances depuis leur carrière d'origine. Certains avancent l'hypothèse de cordage en peau de lama et de rampe, mais la vérité demeure incertaine. La théorie la plus largement retenue attribue ce site monumental à la civilisation Tiwanaku, qui prospéra dans la région entre 500 et 1000 de notre ère. Le complexe était immense et structuré en plusieurs espaces. Une cour à l'ouest, une vaste zone ouverte au centre, et une cour orientale ceinte de murs de pierre. Autrefois, ce lieu devait offrir un spectacle d'une rare splendeur. Des plaques de métal poli scintillaient au soleil, des tissus éclatants et des céramiques raffinées ornèrent les édifices, tandis que des hommes aux costumes élaborés déambulaient sur la place centrale. Pourtant, une incohérence demeure. Le peuple Tiwanaku n'a laissé aucun témoignage écrit relatant les techniques utilisées pour bâtir Pumapunku. Un tel exploit aurait sans doute laissé quelques indices. Or, il n'en existe aucun. Par ailleurs, le peuple Tiwanaku ne possédait pas les technologies qui auraient permis de tailler et de déplacer d'immenses blocs de pierre avec une telle précision. Les premiers historiens de l'architecture ayant analysé le site de manière rigoureuse ont estimé qu'un simple percuteur en pierre n'aurait jamais permis d'obtenir un tel degré de finesse. Et aucun outil métallique lié à cette construction n'a été mis au jour. C'est pourquoi on a émis l'hypothèse que les bâtisseurs ont pu recourir à des instruments atypiques que les chercheurs modernes n'auraient même pas identifiés comme des outils. Une théorie suggère que ces anciens bâtisseurs auraient pu découvrir un procédé permettant d'assouplir la pierre, la rendant ainsi plus facile à façonner avant qu'elle ne durcisse à nouveau. D'autres supposent qu'ils auraient versé de la roche liquide dans des moules, à l'image du béton que nous utilisons aujourd'hui. Si tel était le cas, cela impliquerait l'existence d'une civilisation avancée en Amérique du Sud, bien plus ancienne que ce que nous pensions. Certains relient même cette idée à la légendaire Atlantide ou à d'autres civilisations disparues qui auraient atteint un niveau de savoir remarquable avant d'être anéanties par quelques catastrophes. Les légendes locales racontent que des divinités dotées de pouvoirs surnaturels auraient façonné et soulevé les énormes blocs de pierre. D'autres gens avancent que Pumapunku était si sophistiqué que ses bâtisseurs auraient bénéficié de l'assistance de visiteurs venus du cosmos. Ces découpes d'une précision remarquable et ces pierres massives évoquent des techniques de construction contemporaines. Les partisans de cette thèse affirment également que certaines figures sculptées à Tiwanaku semblent arborer des éléments ressemblant à des casques, ce qui pourrait, selon eux, indiquer une origine extraterrestre. Pour contester cette théorie, des scientifiques de l'Université de Californie, à Los Angeles, ont entrepris de modéliser Pumapunku à l'aide de relevés anciens d'une extrême précision. Ils ont conçu une réplique numérique du site, puis en ont imprimé une version miniature, réduite à 4% de sa taille d'origine. Une fois les pièces imprimées, l'équipe les a triées selon leur taille, forme et motif,
comme un gigantesque puzzle. Certains blocs possédaient des rainures spéciales pour accueillir des pinces métalliques, tandis que d'autres comportaient des gravures ornementales. Lorsqu'ils ont achevé la maquette, ils ont découvert qu'un bâtiment présentait un design familier, semblable à celui de 2 sites voisins. Ce constat a apporté la preuve que Pumapunku avait été construit par des humains, non par des visiteurs de l'espace. Au fil des siècles, des individus ont dérobé des pierres de Pumapunku et les ont dispersées ailleurs, ce qui a compliqué la tâche des archéologues. Pour pallier cela, l'équipe de l'UCLA a mis en place une archive numérique, permettant aux chercheurs du monde entier d'étudier ce site sans devoir se déplacer jusqu'en Bolivie. Ainsi, il est possible que de nouvelles découvertes viennent éclairer ce mystère. Un autre ouvrage ancien, toujours impressionnant de par sa précision extrême, est le Serapeum de Saqqara, une vaste nécropole construite il y a environ 3000 à 3500 ans. Il fut découvert par hasard en 1850 par le scientifique français Auguste Mariette. À l'intérieur du Sérapéum, ce dernier découvrit un long couloir souterrain. De part et d'autre de ce corridor se dressaient d'immenses salles en pierre, abritant de gigantesques sarcophages faits de granit. Ceux-ci n'étaient pas destinés à des êtres humains, mais aux taureaux sacrés Apis. Ceux-ci étaient vénérés comme des rois, car on les croyait choisis par les dieux. Selon les Égyptiens, ces taureaux étaient les incarnations du dieu Ptah, et possédaient des pouvoirs magiques destinés à protéger le royaume. Certains de ces sarcophages de pierre pesaient environ 70 tonnes. Ils se distinguaient par leurs angles parfaitement droits et leur surface lisse. Des marques de rouleaux sur le sol, ainsi que des treuils en bois munis de leviers, ont été découverts, témoignant des méthodes employées pour déplacer ces lourdes pierres. Étant donné que les chambres funéraires étaient plus basses que le sol du couloir, les ouvriers les remplissèrent de sable, y roulaient le sarcophage, puis retiraient lentement le sable afin de le faire descendre avec précision à sa place. Une inscription gravée dans le Sérapéum précise qu'il fallait 28 jours pour déplacer une seule de ces lourdes boîtes en pierre. Bien que ces sarcophages fussent destinés à des taureaux, ils étaient nettement surdimensionnés. En effet, les pharaons, souverains d'Égypte, étaient eux-mêmes enterrés dans de petits cercueils, ce qui rend l'existence de ces énormes sarcophages particulièrement étrange. Reste à élucider la raison pour laquelle le granit, pierre très difficile à travailler, fut préféré au calcaire. Certaines théories suggèrent que ces boîtes en pierre ne servaient pas uniquement de sépulture, mais pourraient avoir fonctionné comme d'anciens générateurs. Les Égyptiens maîtrisaient le processus de fermentation. Si l'on déposait des aliments ou de la viande dans une boîte en granit parfaitement hermétique, la fermentation engendrerait une accumulation de pression à l'intérieur. Le granit renferme du quartz, un cristal capable de produire de l'électricité lorsqu'il est comprimé. Lorsque cette pression augmentait, le couvercle de la boîte pouvait s'ouvrir brusquement, libérant ainsi le gaz accumulé. Des illustrations anciennes découvertes au Sérapéum montrent des pierres empilées sur ces coffres, peut-être destinées à alourdir les couvercles afin d'augmenter la production électrique. Des millénaires plus tard, les explorateurs qui ouvrirent ces boîtes ne trouvèrent que des ossements de taureaux, sans doute parce que toute matière organique avait disparu avec le temps. Encore aujourd'hui, les chercheurs demeurent incertains quant à la véritable fonction de ces gigantesques coffres de pierre, laissant ainsi le mystère entier. Les étés au Moyen-Orient sont si intenses qu'ils transforment radicalement le paysage, faisant ressurgir d'anciennes cités oubliées. En 2018, une ville construite par un mystérieux empire le long du fleuve Tigre a été libérée de son piège aquatique. Les archéologues se sont précipités sur le site, ne voulant pas manquer cette occasion unique de fouiller et d'en apprendre davantage sur l'histoire de cette cité. Ils pensaient avoir découvert Zakiku, une ville de l'âge du bronze, fondée il y a plus de 3000 ans et submergée dans les années 80 lors de la construction du barrage de Mossoul. Autrefois un centre caravanier prospère du royaume Mitanni, elle disposait d'eau en relative abondance, une ressource rare dans la région, garantissant ainsi son succès. Les connaissances sur ce royaume demeurent limitées, car aucune chronique écrite n'a été trouvée lors des fouilles. C'est pourquoi les archéologues étaient enchantés de découvrir le palais complet autrefois occupé par leur souverain. Quelques années plus tard, après un nouvel assèchement de la région, ils ont mis au jour des fortifications protégeant la ville des envahisseurs. La découverte majeure de leur expédition fut un immense entrepôt public contenant des marchandises et des récoltes, des piles de blé et d'orge, ainsi que des métaux et du bois importés. Le pain constituait l'aliment de base des habitants, qui préparaient également de grandes marmites de soupe et des ragoûts de légumes. Chaque foyer élevait des moutons, des chèvres, des vaches et des porcs, assurant une source régulière de lait et de viande pour les grandes occasions.
Toutes les constructions découvertes jusqu'à présent ont été édifiées à partir de briques en terre crue. Les murs, submergés pendant plus de 40 ans, sont remarquablement bien préservés, comme s'ils avaient été engloutis l'avant-veille. Le palais royal se distingue par sa taille, ses murs plus épais, et ses pavés également faits de briques de boue cuites et scellées pour être imperméables. Le souverain devait entretenir de bonnes relations avec celui du Grand Empire, dont Zakiku était tributaire. Les commerçants de la ville collectaient des poutres de bois qu'ils entreposaient. Celles-ci provenaient des forêts des montagnes situées au nord et à l'est de la Mésopotamie, et étaient acheminées par le Tigre. Les marchands venaient y écouler leurs marchandises avant de traverser le fleuve vers les régions frontalières. Zakiku aura été un centre de commerce prospère pendant environ 6 siècles, jusqu'à ce qu'un séisme dévastateur la frappe en 1350. Les archéologues ont retrouvé 5 vases en céramique contenant plus de 100 tablettes d'argile, fabriquées peu après le séisme. Il est presque miraculeux que ces petites tablettes d'argile non cuites aient survécu sous l'eau pendant des décennies. Les créateurs de ces tablettes ont gravé des notes sur l'argile encore humide, traitant de sujets tels que l'inventaire des nouvelles récoltes, ou témoignant de leur correspondance avec d'autres royaumes. Une fois les notes gravées, ils les laissaient sécher au soleil. Les scribes devaient également apprendre de nouvelles langues afin que les messages puissent être compris par des personnes étrangères à la cité. Les chercheurs pensent que les tablettes découvertes faisaient partie d'une archive privée. Ils espèrent pouvoir déchiffrer ces textes afin d'approfondir leurs connaissances sur l'histoire de Zakiku et de son royaume après ce séisme dévastateur. Les dégâts infligés au bâtiment étaient tels qu'il était impossible de redonner à Zakiku sa splendeur passée. Les éventuels survivants ont été contraints de quitter la ville. Des décennies plus tard, les Assyriens, également originaires de Mésopotamie, se sont établis sur ces ruines. Ils ont érigé leurs propres habitations en utilisant les structures préexistantes comme enceintes extérieures. Toutefois, leur présence n'aura duré que 50 ans avant qu'ils ne décident de bâtir une nouvelle capitale sur des terres plus fertiles, espérant ainsi prospérer grâce à l'agriculture. Les archéologues qui travaillaient à Zakiku ont dû interrompre leurs fouilles lorsque le niveau de l'eau est remonté, submergeant de nouveau la ville. Ils ont protégé les ruines en les recouvrant de feuilles de plastique étanches, puis de pierres et de gravier, espérant ainsi les préserver de l'érosion aquatique et éviter leur disparition totale. Conscient de l'importance cruciale de l'eau du barrage pour la région, ils prévoient de reprendre les fouilles dès que l'eau se sera de nouveau retirée. Il y a environ 1600 ans, une communauté florissante vivait le long de la rivière Nia, au cœur de ce qui est aujourd'hui le désert du Taklamakan, en République populaire de Chine. Cette rivière, alimentée par la fonte des neiges des montagnes, serpentait à travers le désert sur des kilomètres. Après 3 ans de travail acharné, les archéologues sont parvenus à exhumer 8 tombes, où la chaleur désertique avait parfaitement conservé les vêtements et les objets qu'elles contenaient. Les personnes inhumées devaient appartenir à l'ancienne cité de Nia, un centre autrefois prospère du royaume, situé sur la route de la soie, et qui abritait plus de 3000 âmes avant d'être englouti par les sables du désert. Les ruines de Nia n'ont été découvertes qu'en 1901. Depuis, des scientifiques du monde entier ont tenté de percer les secrets de cette cité. Les tombes découvertes à la fin du XXe siècle semblent avoir appartenu à des membres de l'élite, comme en témoignent les objets luxueux retrouvés. Un carquois et un arc, des pointes de flèches en métal, des boucles d'oreilles en or, un collier de perles de verre, une boîte laquée contenant un peigne, du maquillage et un nécessaire de couture. De la soie de très haute qualité a également été retrouvée, avec des couleurs éclatantes comme le vert et le jaune, demeurées étonnamment intactes. Le tissu comportait également des caractères chinois, citant des ouvrages historiques, ce qui a permis aux scientifiques de dater sa fabrication. Plus tard, les archéologues ont mis au jour un vaste site d'habitation et ont dégagé 3 bâtiments en ruine. Il faudra probablement encore de nombreuses années pour comprendre pourquoi la ville a périclité et ce qu'il est advenu de ses habitants. Des archéologues saoudiens et français ont uni leurs efforts près de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, et y ont découvert une ancienne colonie datant de 8000 ans. Ils ont eu recours à des technologies de pointe, telles que la numérisation laser, les drones et la photographie aérienne pour révéler ce trésor de l'ère néolithique. Dans ce site archéologique important, ils ont excavé un temple de pierre, les vestiges d'un autel et plus de 2000 sépultures, offrant ainsi un précieux aperçu des anciens rituels. L'équipe a également découvert les fondations de 4 bâtiments imposants,
des tours d'angle et des cours extérieures, toutes dotées de réservoirs souterrains pour stocker l'eau destinée à l'agriculture. Un ingénieux système d'irrigation, comprenant des canaux et des citernes, permettait à la ville de prospérer dans l'un des déserts les plus arides au monde. Des dessins rupestres, gravés à même la montagne voisine, illustrent la vie quotidienne des habitants. Les fouilles, en cours depuis plus de 40 ans, continuent de révéler de nouveaux artefacts, offrant toujours plus de réponses aux questions des chercheurs. Des pêcheurs ont découvert des ossements, des outils et des artefacts datant de 9000 ans au fond de la mer du Nord. Des archéologues et des paléontologues britanniques et néerlandais se sont précipités pour examiner ces découvertes, espérant y découvrir des traces du Doggerland submergé. Ils n'ont pas été déçus et ont même découvert des empreintes parfaites laissées par les hommes du Mésolithique. Il y a 12 000 ans, lors de la dernière grande période glaciaire, les îles britanniques n'étaient mais pas du tout des îles. Elles faisaient partie d'une vaste terre composée de collines, de marécages et de forêts denses qui les reliaient au continent européen. Cette terre, appelée Doggerland, abritait une société de chasseurs-cueilleurs préhistoriques. Cependant, avec la fonte des glaciers, le niveau de la mer a commencé à s'élever à une vitesse d'1 à 2 mètres par siècle, forçant les habitants à migrer vers les régions qui correspondent aujourd'hui à l'Angleterre et aux Pays-Bas. Les experts ont alors décidé d'explorer l'histoire de Doggerland en exploitant les données fournies par les compagnies pétrolières opérant en mer du Nord. Jusqu'à présent, ils ont créé des modèles numériques représentant les 47 000 km² que couvrait Doggerland avant sa submersion. Ils doivent encore analyser des échantillons d'anciens insectes et de plantes préhistoriques ainsi que l'ADN des animaux retrouvés pour obtenir une image complète. Ça te dirait d'aller découvrir des lieux cachés et surréalistes? Prends une lampe de poche et ton sac à dos, et c'est parti pour l'aventure. Notre voyage commence dans le pays montagneux qu'est la Suisse. Tu te rends dans la ville de Waltensburg, dans l'est du pays. Il pleut et il fait très froid, mais tu vas quand même au pied d'une montagne, où ta première aventure t'attend. Après avoir grimpé très haut dans la montagne, tu vois un château aux formes étranges. Pour y accéder, tu dois remonter un sentier très étroit. En essayant de ne pas regarder en bas, tu resserres les sangles de ton sac à dos et tu parviens à passer le col. Parvenu devant la porte du château, tu n'arrives pas vraiment à croire ce que tu vois. Une forteresse du XIIIe siècle entièrement construite en pierre. Aujourd'hui, tout ce qui reste du château de Kropfenstein sont principalement ses ruines. Mais leur état est suffisamment bon pour avoir une idée de à quoi ressemblait l'édifice à l'époque de sa gloire. Tu prends ton temps pour explorer l'intérieur du château, mais honnêtement, cet endroit te donne des frissons, et tu es prêt à passer à autre chose. Le prochain pays sur la liste est la Turquie. Après un vol et un trajet en voiture, tu arrives dans la ville de Çorum, dans le nord du pays. À la périphérie de Çorum, tu trouves une allée remplie de vieilles montagnes envahies par la végétation. Et tu aperçois le début du sentier que tu t'apprêtes à parcourir. Le chemin est très escarpé, mais il mène à une porte secrète sculptée dans la montagne. Félicitations, tu viens d'arriver à Kapili Kaya. L'énorme porte est une pierre massive en forme d'arc qui bloque l'entrée d'un bâtiment caché. Les experts pensent qu'elle existe depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ. Malheureusement, l'énorme porte a toujours refusé de s'ouvrir, si bien que ce qui se cache à l'intérieur est encore un mystère à ce jour. On suppose qu'il y a une pièce à l'intérieur. Certains habitants affirment qu'un trésor s'y cache, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à entrer pour vérifier. Bon, il est temps de repartir avant que la nuit ne tombe. Tu as l'occasion unique d'aller en Éthiopie. En te promenant dans la ville de Lalibela, tu tombes sur une énorme fosse creusée dans le sol. Tu t'en approches prudemment et bientôt tu vois un magnifique bâtiment en terre cuite. Si richement détaillé qu'il te laisse bouche bée. Mais ce n'est pas tout. Il y a 10 autres fosses comme celle-ci, qui cachent les bâtiments du XIIe siècle du roi Lalibela. Les 11 constructions sont toutes différentes les unes des autres, mais partagent un style similaire reconnaissable. Elles ont été sculptées à la main sur une période de 24 ans, uniquement à l'aide de burin. Ce qui est incroyable étant donné que ces bâtiments font jusqu'à 15 mètres de haut. C'est à peu près aussi haut que 5 éléphants africains empilés les uns sur les autres. Cette méthode de construction non conventionnelle les a rendus entièrement monolithiques, ce qui signifie qu'ils ont été taillés dans un seul gigantesque bloc de roche. Impressionnant. Depuis l'Éthiopie, tu prends un vol pour le sud de l'Italie. Juste là, à la pointe de la botte. Pas besoin de marcher pour y accéder. Ton ami t'emmène sur un site appelé Sassi di Matera. C'est une ville paléolithique, sculptée dans la pente d'une colline abrupte.
Tu auras peut-être l'impression d'avoir voyagé dans le temps car les maisons en pierre et les bâtiments anciens ne ressemblent en rien de ce que tu as déjà vu. Le site, connu sous le nom de Sassi, est soupçonné d'être l'un des premiers établissements humains d'Italie, datant de plus de 9000 ans. En te promenant dans la ville, tu seras peut-être invité à entrer dans l'une des maisons en forme de grotte. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, certaines des rues passent au-dessus des maisons. Tu as déjà grandement étendu tes connaissances en architecture rupestre. Mais il reste encore quelques sites sur ta liste. Tu te diriges donc vers la Slovénie pour visiter le plus grand château troglodyte du monde. Ce château médiéval a été construit au sommet d'une falaise de 122 mètres de haut et a été conçu pour être imprenable. Heureusement, il est aujourd'hui possible d'y entrer facilement. Mais si tu cherches un moyen plus stimulant et moins touristique d'entrer, tu peux accéder au château par l'un de ses nombreux tunnels souterrains. Ils ont été construits il y a plus de 800 ans pour le propriétaire du château. Il avait besoin de passages secrets pour s'approvisionner en douce. Aujourd'hui, le Chaco de Predjama est à la fois enchanteur et mystérieux, selon que tu le visites par une journée chaude et ensoleillée ou une nuit froide et brumeuse. Après cette expérience médiévale, tu pars visiter Petra, un magnifique site jordanien situé au milieu du désert. N'oublie pas d'emporter une grande quantité d'eau et de crème solaire, car il va faire chaud. Mais ce site en vaut la peine. La cité de Petra est une merveille du monde antique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, cette région était un centre d'échange au carrefour de routes commerciales. Petra était une ville riche, où vivaient les Nabatéens, une tribu bédouine arabe qui a prospéré dans la région pendant de nombreuses années. La structure en forme de porte sculptée dans la roche qui a rendu Petra célèbre est appelée le trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site et on dit qu'un trésor est caché à l'intérieur. Tu pourrais être tenté d'aller voir par toi-même, mais c'est encore une toute autre aventure. Pour l'instant, tu sautes dans un autre avion, cette fois à destination des Amériques. Tout d'abord, tu visites les États-Unis, et plus précisément l'État montagneux du Colorado. Tu te rends au parc national de Mesa Verde. Là, au milieu d'une végétation abondante, tu trouveras plus de 600 habitations construites dans une grotte sous la falaise, creusée profondément dans le flanc de la montagne. Cet ancien village est aujourd'hui considéré comme un site du patrimoine. La tribu locale des Pueblos l'a construit dans les années 1190. L'un des principaux bâtiments s'appelle le Cliff Palace. C'est une des constructions à plusieurs étages faites de grès et de mortier de boue. Le palace abrite à lui seul plus de 150 chambres. Si tu te sens en forme, tu peux visiter la maison du balcon. Pour y accéder, tu devras grimper sur une échelle de 10 mètres. Tu pourras alors voir un village de taille moyenne composé de 38 pièces, dont 2 kivas. Ce sont des chambres traditionnelles qui ont été construites par les Pueblos à des fins cérémonielles. Toujours aux États-Unis, tu te rends dans les collines du Dakota du Sud. Tu es là pour visiter l'une des sculptures humaines les plus impressionnantes du monde, le mont Rushmore. Mais qu'est-ce que cet endroit a de si mystérieux ? Eh bien, pendant la construction du mont Rushmore, un tunnel secret de 21 mètres de long a été construit derrière la tête d'Abraham Lincoln. Le tunnel était censé contenir tous les documents et artefacts importants pour l'histoire des États-Unis. Mais après y avoir bien réfléchi, les concepteurs ont décidé qu'il valait mieux les cacher dans une boîte sécurisée dans le sol du tunnel. La boîte contient l'histoire de la façon dont le Rushmore a été sculpté, ainsi qu'une brève histoire des États-Unis et des 4 présidents représentés sur la montagne. Maintenant, tu te diriges vers le Machu Picchu, un site sud-américain caché dans les montagnes péruviennes. Le Machu Picchu en soi est déjà un mystère. Les chercheurs ne savent toujours pas pourquoi, ni même comment l'ancienne civilisation Inca a réussi à construire cette citadelle en pierre en 1450 de notre ère. Pour t'y rendre, tu dois faire une randonnée de 3 jours et atteindre une altitude impressionnante de 2400 mètres. Tu peux aussi prendre le train, mais ce serait tricher. Tu es ici pour vérifier une découverte relativement récente. En 2010, l'ingénieur français David Crespi prenait des mesures des ruines Inca, lorsqu'il a remarqué une porte qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était fermée par des pierres. Il est retourné sur le site quelques mois plus tard avec un scanner électromagnétique. Le scanner, qui pouvait détecter les objets derrière les murs, a montré qu'il y avait de grandes quantités de métaux derrière cette porte scellée. Le chercheur a contacté les autorités péruviennes pour leur demander de retirer les pierres. Mais elles n'ont pas donné leur accord pour le faire. À ce jour, la porte est donc toujours fermée. Et voilà, c'était un palpitant voyage, n'est-ce pas? Alors repose-toi bien, Indiana Jones.
Si vous franchissez cette petite porte de pierre à Hiérapolis, en Turquie, vous risquez de ne jamais en revenir vivant. Dans l'Antiquité, les gens pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de portail vers les enfers. Les Romains entraient avec des taureaux en parfaite santé, et après quelques minutes, ils voyaient ces animaux s'effondrer, comme s'ils avaient été frappés par une force mystérieuse. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'arrivait rien aux hommes, qui entraient et sortaient sans problème. Aujourd'hui, des études pourraient apporter une réponse à ce phénomène étrange. Tout cela serait lié à la taille des personnes. La porte, connue sous le nom de Plutonium, du nom de Pluton, la divinité du monde souterrain, est une porte de pierre qui ouvre sur une petite grotte de 3 mètres carrés. Mais le vrai danger est ce qui se passe en dessous. Hiérapolis se trouve sur une zone géologique très active. Et une grande fissure sous la ville émet constamment du dioxyde de carbone volcanique qui se présente sous la forme d'un brouillard visible. Pendant la journée, le soleil dissipe le gaz. La nuit, le gaz forme une sorte de lac sur le sol abrité de l'arène. À l'aube, vous devez sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Cet endroit est particulièrement dangereux juste avant le lever du soleil, lorsque la concentration de dioxyde de carbone, à environ 40 cm au-dessus du sol, atteint les 35%. Cela signifie que les oiseaux, les taureaux et même les humains peuvent suffoquer et mourir en quelques minutes. Mais il y a une explication scientifique qui permet de comprendre comment les Romains s'en sortaient indemnes. La concentration en dioxyde de carbone diminue rapidement avec l'altitude. Ainsi, les animaux périssaient tandis que leurs maîtres, plus grands et debout, pouvaient ressortir et respirer en toute sécurité. La plupart des gens ne peuvent pas rester à l'intérieur du fort de Bangar après le coucher du soleil. Ce site du XVIe siècle, situé à environ 235 km de Delhi, est considéré comme l'un des lieux les plus hantés de l'Inde. Pendant la journée, la zone est animée. Les visiteurs franchissent la porte principale, autrefois grandiose, pour admirer les ruines des temples et des palais. Mais ils verront aussi ce grand panneau sur la porte, qui avertit tout le monde que l'accès est strictement interdit après la tombée de la nuit. C'est probablement parce que, la nuit, selon les habitants, on peut entendre des femmes crier et pleurer à cet endroit, ainsi que des bruits de bracelets qui s'entrechoquent et de la musique étrange. D'autres ont rapporté avoir vu des ombres et des lumières clignotantes dans les ruines, et même avoir senti un étrange parfum. Yawata no Yabushirazu est une forêt japonaise dont l'accès est extrêmement réglementé. Située à Ichikawa, elle n'est pas très vaste, s'étendant sur un peu plus de 33 mètres carrés, et elle est principalement constituée d'une épaisse parcelle de bambou mozo. Son emplacement à côté d'un parking et de bâtiments modernes la rend peu intimidante. Mais ne vous fiez pas à ses apparences. Depuis au moins le début du 19e siècle, les gens disent que quiconque entre dans cette forêt est voué à disparaître et à ne jamais revenir. Ainsi, dès votre arrivée, un panneau situé à proximité de la forêt vous informe de son histoire et de la malédiction qui y serait associée. Certaines rumeurs évoquent la présence effrayante d'un ancien seigneur samouraï qui se promènerait dans les parages. D'autres légendes affirment que la forêt cache un puits sans fond, rempli de gaz toxiques. Que ces histoires soient vraies ou non, aujourd'hui, la zone est entourée de murs de pierre et il est toujours strictement interdit d'y pénétrer. Dans une vallée portant le nom de Dark Country Forest, dans le Connecticut, vous trouverez Dudley Town, mais vous ne devez absolument pas y pénétrer. Non seulement le terrain est une propriété privée depuis les années 1920, mais il est également connu comme l'un des endroits les plus effrayants de la planète. Cet endroit a été colonisé pour la première fois au début des années 1740, et bon nombre des premiers colons appartenaient à la famille Dudley. C'est pourquoi on l'appelle Dudley Town. Une rumeur locale veut que les fondateurs de la ville descendent d'Edmund Dudley, un noble anglais condamné à la peine capitale pour trahison. La légende dit que cette malédiction a suivi la famille Dudley de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'en Amérique. Ce malheur serait à l'origine de mauvaises récoltes, de problèmes mentaux et de plusieurs incidents tragiques dans le village. Encore une fois, il ne s'agit que de rumeurs, car les historiens n'ont trouvé aucune preuve réelle pour étayer ces affirmations. Néanmoins, l'obscurité et l'atmosphère sinistre du lieu ont alimenté les histoires de fantômes dans les années 80. Cela a conduit à de nombreux cas de vandalisme au cours de la décennie suivante, et à cause de cela, les propriétaires fonciers ont fermé la zone au public. Ce vieux bâtiment abandonné était autrefois le palais luxueux de la famille du roi Farouk, qui fut l'avant-dernier roi d'Égypte en 1936. Après le décès des membres de sa famille, le palais a été transformé en morgue. Les habitants de la région affirment qu'aujourd'hui, l'endroit est vraiment effrayant et interdit d'accès.
Certaines personnes ont déclaré avoir vu des ampoules vaciller et des ombres se déplacer en produisant des bruits étranges. Un jour, un groupe d'enfants serait entré à l'intérieur et aurait complètement paniqué en découvrant que toutes les portes avaient soudainement disparu, les laissant dans l'obscurité la plus totale. Ils n'auraient eu d'autre choix que de crier à l'aide. Cette île hawaïenne est interdite d'accès depuis plus d'un siècle. Elle s'appelle Niihau et est la plus petite île habitée d'Hawaï, avec une superficie d'environ 180 km². Elle compte environ 84 habitants. L'île ne dispose pas de réseau de téléphonie mobile, de routes goudronnées ou de lignes électriques, seulement de panneaux solaires pour l'électricité. Une seule famille est propriétaire de l'île depuis 1964, lorsqu'un fermier écossais l'a achetée pour $10 000. Ce qui équivaudrait à environ $250 000 aujourd'hui. L'île est restée dans la famille, transmise aux descendants du fermier, les Robinson. Depuis, elle est restée privée et son accès est donc très restreint et se fait essentiellement sur invitation. Les tunnels d'Erdstall sont un réseau d'environ 2000 passages souterrains mystérieux que l'on trouve principalement en Europe centrale, notamment en Autriche et en Bavière. Ces tunnels sont généralement étroits et exigus, souvent juste assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler à la fois, et on pense qu'ils remontent au Moyen-Âge, peut-être au XIIe siècle. Ce qui intrigue le plus dans ces tunnels, c'est leur raison d'être. Malgré de nombreuses recherches, personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. Une théorie veut qu'ils aient été utilisés pour le stockage, mais comme beaucoup d'entre eux se trouvent en dessous du niveau de la mer et sont parfois remplis d'eau, cela ne semble pas très pratique. Ces tunnels ont des sections très étroites, assez angoissantes, et des chutes soudaines, ce qui ne semble pas non plus pratique pour un usage ordinaire. Voies d'évacuation, cachettes, lieux de spiritualité par exemple. Pour rendre les choses encore plus mystérieuses, on n'y a trouvé aucun artefact, ce qui rend leur raison d'être encore plus difficile à expliquer et à comprendre. Depuis 2019, les aventuriers peuvent se faire arrêter s'ils tentent d'escalader ce rocher. Uluru, également connu sous le nom d'Ayers Rock, est interdit d'accès car il est désormais considéré comme un site sacré par les communautés locales. Mais le fait qu'il soit aussi extrêmement dangereux a probablement joué un rôle important dans la décision de le fermer aux visiteurs. Ce rocher mesure 348 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 80 étages. L'ascension de son sommet peut être très glissante, et les températures peuvent y atteindre 47 degrés Celsius en été, ce qui a entraîné des décès dus à la déshydratation et à des coups de chaleur. Un phénomène encore plus effrayant se produit au sommet du rocher juste après les orages. Lorsqu'il pleut, de petits crustacés ressemblant à des têtards, et qu'on appelle des triopes, éclosent dans les trous d'eau temporaires et les bassins rocheux de l'Uluru. Ces créatures aux allures d'extraterrestres mesurent environ 7,6 cm de long et répandent leurs œufs super résistants un peu partout. Lorsque les pluies estivales sont au rendez-vous, ces petites bêtes éclosent puis se déchaînent, se nourrissant des micro-organismes et des bactéries présents dans l'eau. On ne sait toujours pas comment ces étranges créatures se retrouvent dans les bassins éphémères au sommet de l'Uluru.